Et moi, Et ces 100 rois, c'est toujours des gens qui sont soit morts, soit pas là pour en parler, bizarrement. Mais c'est parce que C'est un fétichiste. Mais c'est... Non, c'est une fanfiction. Mais c'est de la merde surtout, cette fanfiction. Elle est nulle à chier. Désolé, hein. Ah, Je suis merci. obligé de demander, je suis obligé de le dire. Mais putain, le mec il fait une histoire, il veut faire un roman national de gauche, il ne parle jamais du peuple. Genre, jamais, putain. Les visions bourgeoises, ça en plus, c'est un autre sujet. Ça, c'est une critique que j'entends. Merci. Ça, c'est une critique que Merci. j'entends, vraiment. Mais par contre, comment ça, Michael Jackson, il est pédophile? Bah oui. Quoi? Comment ça? Attends, t'es pas au courant? Oh, on va pas se lancer dans ce débat, putain. Ouais, en fait, je suis une enfant indigo. Je possède le pouvoir des arcs-en-ciel parce que j'ai un ADN à 4 branches, contrairement à vous, bande de puceaux de l'ADN. Intéressant. Bon, du coup, petite capsule improvisée. Parce qu'on s'est rendu compte que il fallait peut-être remettre un peu rediscuter un petit peu du rapport que on a aussi politiquement en tant que gauchiste, tu vois, genre à la religion. On a commencé un petit peu à en discuter tout à l'heure, on s'est dit qu'on allait faire une capsule dédiée à ça. Donc je pense que c'est bien de commencer par un petit débrief, un petit rappel de qui on est aussi d'un point de vue spirituel, parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde. On est des gauchistes, anarchistes bizarres. Ça, c'est clair pour tout le monde. Mais spirituellement parlant, est-ce que tu peux te présenter, Char? Moi, je pense que les gens ils commencent à savoir, mine de rien, vu que c'est une grande partie de mon identité en ligne. Moi, je suis juive, je suis orthodoxe, je suis traditionnaliste, je suis à l'ancienne, je suis réactionnaire, tout ce que vous voulez. Je pratique un judaïsme à l'ancienne, pas moderne, archaïque, antique, extrémiste, tous les trucs qui font peur, mais avec une vision révolutionnaire, progressiste et anarchiste et d'émancipation des masses. Donc c'est un truc qui fait souvent bugger les gens. Toi, t'as été retrouvé l'anarchisme dans la tradition juive. T'as été trouvé tes valeurs. Exactement. Je suis intéressé en fait à l'orthodoxie juive, à la tradition de la mystique, de l'orthodoxie, des textes, des réflexions qu'on peut avoir sur le monde. Et vu que le judaïsme, c'est une religion qui a toujours été une religion de dominer, de fait, on a une tradition qui est une tradition révolutionnaire. Vu qu'on n'a jamais été au pouvoir, nos traditions n'ont jamais été des traditions de gens qui veulent conserver le pouvoir, il a toujours été des traditions de gens qui veulent le renverser. Donc on trouve des trucs intéressants. Alors tout n'est pas à reprendre, hein, mais tout n'est clairement pas acheté non plus. Il y a des trucs qui sont vraiment ultra cool. Et du coup, moi je suis beaucoup bâti là-dessus, notamment via le Zohar et la Kabbalah, qui sont des trucs sur lesquels je lis énormément, où je suis clairement pas une maître kabbaliste, clairement pas. Mais j'apprends avec des gens autour de moi, j'essaie d'en parler un peu à droite à gauche. Après, et normalement, un bon kabbaliste, il est censé te dire que ça n'existe pas un maître de la Kabbale, parce que c'est une perpétuel apprentissage, etc., non? Alors non, parce que maître, ça veut pas dire qu'il maîtrise. Maître, ça veut dire qu'il est apte à enseigner à son tour. Ah, ok, je capte. C'est dans Donc moi, je suis pas apte à enseigner. Oui, genre pour les gens, si vous savez pas, dans les religions, il y a un peu deux façons de faire, on va dire. Il y a la façon, la façon un peu canon, quoi, ou genre un peu mainstream, comme genre la Bible, etc., qui vous présente une histoire accessible à tout le monde. Et il y a des traditions mystiques, des traditions plus occultes, où vous avez forcément besoin de passer par, du coup, un professeur, une personne qui va vous enseigner. Genre, et c'est par exemple, pas mal d'animismes se construisent beaucoup plus comme ça. Mais du coup, voilà, c'est une vision dans laquelle, genre, du coup, une partie du savoir, en fait, le savoir est pas vu comme étant un truc justement de pure rationalité, mais aussi un truc après avoir fait certains rites, après avoir vécu certaines expériences aussi, après avoir eu une certaine ouverture du coup par rapport à Dieu, etc. Et voilà, du coup, la tradition kabbalistique, si je dis pas de bêtises, c'est une tradition mystique, donc qui passe par un apprentissage beaucoup plus individuel que, on va dire, la religion juive. Vous voyez le truc de pas comme tellement avec les gnostiques, le truc sur lequel ils cassent les couilles, nous on a pareil chez nous, ça s'appelle la Kabbale. Oui, c'est ça. Et les musulmans, ils ont un peu pareil aussi, d'ailleurs. Ils ont une tradition mystique. Oui, ils ont ça avec les soufis, ils ont ça avec plein de trucs. Ils sont stylés d'ailleurs, les soufis. Ouais, mais en général, les mystiques, ils sont un peu cool, parce qu'ils sont dans un rapport très personnel. Alors parfois, il manque un peu de rigueur, mais ils sont très dans un rapport très personnel, très individuel, ou très sensoriel aussi. Donc il y a un côté très... Et puis, le côté un peu, c'est Shazam qui lit dans le chat, le côté culte à mystère, c'est un peu fascinant, on va pas se mentir. De baiser. La Kabbale, la gnose, les trucs comme ça.
Tu vois des trucs c'est pour ça que j'aime incompréhensibles. un peu bien l'alchimie, par exemple. Parce que l'alchimie, Ouais. tu vois, c'est un espèce de culte à mystère aussi, mais qui s'inspire de beaucoup de traditions, qui a un héritage aussi lié à une complètement assumé à des traditions orientales aussi, qui ont été récupérées par des gens en Occident, etc. et tout, tu vois. Mais je trouve ça trop fascinant. Ouais. Et c'est toujours un peu fascinant côté les cultes à mystère parce que quand tu vois des machins comme. Attends, je t'envoie vite un DM. Quand tu vois des images comme ça, t'es en mode qu'est-ce que c'est que ce truc de fou du bus au secours, c'est un enfer. Les trucs de l'arbre de vie, c'est beaucoup trop stylé. C'est beaucoup trop stylé. D'ailleurs, bah, surtout que là, je te l'ai pris vraiment en hébreu avec tous les liens transversaux, etc. Donc c'est imbitable, même pour moi, là, j'ai du mal à comprendre de quoi ça parle. Mais en plus, ça, c'est des trucs qu'on a déjà vus, c'est dans des décors d'animes, de films ou quoi que ce soit. Typiquement, c'est le genre de trucs que vous pouvez croiser sur des gens. C'est ça. Il n'y a pas du tout de problème. Il y a des trucs qui sont même low-key, un peu terrifiants des fois. Hein. L'alchimie, c'est que ça. Genre, c'est que des trucs comme ça. Genre. Et moi j'aime beaucoup l'alchimie. J'en ai pas. Du coup, attends, je me présente aussi un petit peu moi du coup d'un point de vue spirituel, etc. Moi, du coup, à la base, je suis une athée, limite scientiste, surrationaliste, un peu bizarre, qui suis passé par une école d'ingénieur, etc. et tout, et qui a commencé à avoir des penchants, on va dire, pour une forme de foi à partir de trigger warning, ma tentative de suicide, qui m'a bouleversé sur à peu près tous les plans de ma vie, et notamment du coup le plan spirituel. Et ce qui fait que depuis ce moment-là, bah, je me pose énormément de questions, ce qui tombe très bien parce que, étonnamment, dans mon cercle social, au même moment, d'un coup, il y a plein de gens qui ont des foi très différentes que j'ai rencontrées. Et du coup, c'est pareil, je peux pas m'empêcher de pas y voir un genre de signe quand même, c'est bon, genre avant je pouvais pas en discuter, maintenant j'ai d'un coup plein de gens qui s'ouvrent par rapport à ça, et donc je peux en discuter. Mais au-delà de ça, à la base, moi, ce qui m'a ouvert, on va dire, à une certaine forme de spiritualité, je sais que ça va en faire péter un câble à plein, mais c'est le tarot, la tarologie, faite par Jodorowsky, en l'occurrence. Vraiment la tarologie précise de Jodorowsky. Et comment est-ce qu'on réfléchit le tarot. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai retrouvé mon jeu, je peux vous le montrer enfin. Oh là, j'ai très peur quand je vois l'écran qui tangue là. T'inquiète, il est bien attaché. Mais ouais, ça pour moi, ça a longtemps, et ça fait encore pas mal office aujourd'hui, de textes sacrés, tu vois. Alors que c'est des images, mais ça me suffisait. J'ai un proche qui est là-dedans aussi, qui prend ça très au sérieux, où, genre, je lui ai pris une patate dans la gueule premier degré, la fois où j'ai failli toucher son tarot par accident, parce qu'il n'y a que lui qui le touche. Ah non, faut faire attention à ça. Hein. Moi, mon tarot, c'est pareil, hein, personne ne le touche à part moi. Hein. Il était posé sur la table et je débarrassais la table, j'ai pas rien, moi. Non, faut faire attention à ça, c'est sacré, enfin... Et moi, mon rapport au sacré, j'ai commencé à l'avoir avec le tarot, avec la tarologie et tout. Et oui, il y a des trucs de cartomancie aussi dans la Kabbale, effectivement. Mais bah, d'ailleurs, Jodorowsky se réfère beaucoup à des trucs de Kabbale, mais en même temps, il débunk aussi les anciens trucs liés au tarot et à la Kabbale. Parce que plein de gens, genre, ont fait un peu n'importe quoi avec ça. Genre, par exemple, moi, un de mes tarots préférés, c'est le tarot de Salvador Dali, que j'ai aussi là-bas, je peux aussi vous le sortir, qui est pas du tout accurate. Il est pas du tout de lore accurate, il est pas du tout canon, et en plus il était fasciné par Hitler et Mussolini, le ref, hein. Donc c'est bizarre de s'inspirer des trucs juifs pour faire son truc. Il y a un espèce de mépris bizarre. Du coup, faut débunker quand même pas mal de trucs, de liens entre tarologie et Kabbale si tu veux commencer à en parler aussi. Mais ça n'empêche qu'on voit des éléments kabbalistique dans les cartes du tarot, ouais. Genre par exemple, après peut-être que tu pourras plus m'en dire par rapport à ça, tu vois, Écharpe, mais il me semble... Jodorowsky, de mémoire, il faisait plus des trucs de ce qu'on pourrait appeler de la psychomagie que vraiment de l'ésotérisme. Mais après, il fait aussi des trucs liés à l'ésotérisme. Genre par exemple, lui, tu vois, dans la carte du pendu, il voit les boutons qui est sur le personnage comme les séphiros de la Kabbale. Ok. Et du coup, il a une analyse comme ça. Parce qu'il y en a un qui a un point, parce que vous pouvez pas voir, c'est un peu trop dézoomé. Il y en a un qui a un point, il y en a un qui a une flamme dans un sens, un qui a une flamme dans l'autre sens, etc., etc. Il y en a un qui est en forme de lumière, ensuite il y en a un en forme de lune, etc. Et du coup, il interprète ça comme ça. On parle de l'auteur de BD, oui. On parle de l'auteur de BD, oui. Et ouais, Jodorowsky, auteur de BD, réalisateur de films, compositeur, acteur aussi parfois. Enfin, c'est ce mec-là qui est critiquable à plein de niveaux, tu vois. Genre, il a été très maltraitant avec son fils, par exemple. C'est pas un mec... genre où comment dire,
qui n'est pas critiquable, tu vois. Par contre, il me fascine. Genre, moi, il me fascine de fou. Et j'ai bouffé son bouquin sur la tarologie et l'étude des symboles dans la tarologie. Et justement, moi, j'aime beaucoup son ouverture d'esprit aussi, où en fait, il te dit que, voilà, lui, il a cette interprétation-là avec sa quête du tarot, mais c'est une quête qui est personnelle. Et du coup, moi, j'ai commencé limite la spiritualité par un truc mystique, où en fait, genre, les cartes du tarot en question, j'ai lu l'interprétation de Jodorowsky, je l'ai fait mienne, et je l'ai modifiée en fonction de sur quoi est-ce que moi je tombais. Et parfois, j'ai même eu certains tirages qui m'ont fait revoir mon interprétation de la carte. Parce que les cartes mises les unes par rapport aux autres en perspective peuvent te permettre d'ouvrir de nouvelles perspectives. Et à quelle fréquence tu pratiques? En ce moment, plus beaucoup. Il faudrait vraiment que je m'y remette. Et de toute façon, je vais faire un gros stream tarologie, je pense. Ouais, non, mais en dehors du stream, je veux dire. En dehors du stream, sinon, je fais genre quelques tirages par an, mais avant, je faisais tous les mois. Puis c'était aussi ma façon de... C'est aussi une pratique rituelle, tu peux tirer les cartes pour toi-même. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais c'est parce que ça, c'est un truc qui est très important aussi, c'est quand on parle de foi, la foi, au-delà de ce en quoi on croit, c'est comment ça façonne notre quotidien. Et c'est ça le plus important. Alors oui, attends, moi, j'ai cette religieuse folle qui prie plusieurs fois par jour, mais bon... je précise vite fait parce que tu as parlé de psychomagie. Et en vrai, moi, c'est un truc que je trouve intéressant chez Jodorowsky, où justement, lui, il dit que... en fait, il compare ça avec un effet placebo. C'est-à-dire que lui, il voit qu'on utilise, on utilise l'effet placebo dans la vie de tous les jours pour essayer de guérir des maladies qui sont très physiques. Genre en mode, tiens, prends une fausse pilule et t'auras moins mal au ventre. Et lui, il dit, mais en fait, on peut totalement appliquer ça avec des problèmes psychologiques, genre par exemple pour essayer de résoudre des traumas, et il fait passer ça par des rituels de magie. En mode, si tu fais du coup une incantation en respectant un rituel précis qui est censé résoudre ton problème, bah il y a une espèce d'effet placebo psychologique qui peut peut-être exister. Et c'est ce qu'il appelle psychomagie. Et entre autres, il a une espèce d'école par rapport à ça. Moi, je trouve ça hyper fascinant. J'ai son bouquin de psychomagie, mais moi, c'est surtout son truc autour de la tarologie qui m'a baisé le crâne. Parce que ça m'a vraiment ouvert spirituellement à une vision du monde, à une grille de lecture que j'utilise encore maintenant, même si je la trouve encore un peu trop dualiste. Du coup, j'en suis un peu revenu. Moi, j'ai un souci avec la psychomagie, c'est que je considère que c'est une spiritualité qui ne s'assume pas. C'est une spiritualité qui est en mode non, mais il n'y a rien de magique, hein, tout est rationnel, mais regardez, ça marche quand même. Non, je suis pas d'accord parce que Jodorowsky, il a vraiment, justement, en fait, il a créé la psychomagie à partir de sa pratique du tarot. Ouais. Et le tarot, il a un rapport de sacré au tarot, un vrai rapport spirituel. Ouais. Mais lui, il voit plus ça comme un truc ancestral. En mode, il y a des gens, à l'époque, à Marseille, durant l'époque où Marseille, c'était justement un véritable nexus de toutes les cultures méditerranéennes, où tout le monde passait par là, et que du coup, des érudits auraient mis dans un jeu de cartes populaire, pour pouvoir transmettre une tradition mystique, des éléments de cette tradition mystique à l'intérieur du tarot. Et du coup, c'est quand même un rapport à la mystique, tu vois. Et il y croit vraiment. Genre, il a une vraie foi par rapport à ça. Ok, parce que moi je l'ai vu beaucoup repris par des esthéticiens qui sont en mode ah regardez, ça c'est une foi acceptable parce qu'elle avoue qu'elle est irrationnelle et que tout ce qu'elle dit est bidon. Ils sont insupportables les esthéticiens aussi au bout d'un moment, genre je capte. Tu peux quand même trouver des trucs cool et ouais, moi j'aime bien la psychomagie et genre en fait moi j'aime beaucoup tirer les cartes aux gens, hein, ça c'est un truc que j'ose pas trop faire en stream non plus parce que genre je vais pas envie d'être vu comme la meuf qui fait des tirages, tu vois, ça fait vraiment sorcière bizarre, mais ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus construit spirituellement que les bails de sorcière. Genre. Ouais, je capte. Bref, mais du coup, moi j'ai cette ouverture à la spiritualité qui vient à la base du tarot et du coup je me définis pas encore spirituellement parlant. Voilà, je sais pas où j'en suis moi. C'est un peu ça mon statut actuellement, je suis en questionnement. Du coup je disais oui, depuis ma TS, j'ai commencé à vraiment m'y intéresser. J'avais déjà le tarot à cette époque-là et justement en fait je me contentais disons de la spiritualité du tarot jusque là et c'est un peu ma TS qui m'a fait voir plus loin dans le sens où ça me suffisait plus. Déjà en fait j'ai remis en question vraiment le dualisme à partir de ce moment-là. Le dualisme, si vous savez pas ce que c'est la vision des choses comme quoi il y a par exemple le matériel, le monde matériel et le monde spirituel. J'avoue que moi ma TS m'a un peu fait sortir de cette pensée-là et pour le coup le tarot c'est une pensée très dualiste. Du coup je suis un peu juste paumé en ce moment. Ça fait plaisir parce que je vois des gens dans le chat qui font des rêves au séphiroth, qui ont des rêves kabbalistiques et du coup je suis heureuse qu'il y ait des gens qui en parlent. Ça sortait des Hod, des Yesod, des Gevura, des trucs comme ça me fait plaisir. Et du coup oui, on avait lancé cette capsule au départ pour parler de spiritualité, de foi, de trucs de gauche, etc. Parce que moi, ça fait bientôt 2 ans que j'essaie de pousser cette question-là à gauche, à ma petite échelle, hein, et j'essaye de parler de comment on se respiritualise, comment on lutte contre la déspiritualisation. Ouais, ça c'est un sujet super intéressant. Genre plutôt que de prendre le truc par genre oui, pourquoi vous êtes bête sur les religions, c'est plutôt genre regardez, en fait, voyez le plus comme quelque chose qui potentiellement vous manque ou quelque chose qui vous a été enlevé par une classe dirigeante.
Moi, c'est aussi ça qui, politiquement parlant, fait que je me questionne spirituellement en ce moment. C'est que j'ai le sentiment qu'on m'a volé ma spiritualité. Et que du coup, il faut que je la reconstruise moi-même. Est-ce que c'est la peine que je refasse la paella du vieux Robert ou pas? Je sais pas ce que c'est. Tu connais pas la paella du vieux Robert? Ça me dit rien là comme ça. Oh, les gens dans le chat, est-ce que les gens qui allaient sur mes lives qui se souvenaient de la paella du vieux Robert? C'est une immense parabole que j'explique pour expliquer comment le capitalisme aliène et déspiritualise les gens. En vrai, fonce, ça a l'air bien. Ok. Alors, la paella du vieux Robert. Il y a des gens qui connaissent, ils sont en mode oh non. Ils se souviennent. Ok. Pas du vieux Robert. T'as un mec qui s'appelle Robert, qui vit dans un village des Pyrénées et qui fait une super paella. Genre une paella incroyable, tu vois, genre la meilleure paella que j'ai mangée. Et genre, lui, sa vie, en fait, c'est qu'il a une sorte de petite roulotte qu'il met derrière sa voiture, et il va de village en village, et il fait toutes les fêtes de village, et à chaque fois, il a son stand de paella. Et du coup, il bosse genre 2-3 jours par semaine, le reste du temps, il prépare les trucs, etc. Et genre, tout le monde est toujours très content de le voir, et puis les gens, ils vont parce que la paella est bonne, et surtout parce que genre, c'est le vieux Robert, quand il est là, c'est signe de fête, genre, c'est un peu cool, tu vois. Uh-huh. Et donc, le vieux Robert, il vit sa vie, il est dans ses petits villages dans les Pyrénées. Et un jour, t'as un mec qu'on va appeler, Jean-Eudes, voilà, qui partait en vacances avec ses amis à Ibiza, qui est en voiture, qui s'arrête et qui s'arrête pour manger viteuf, qui tombe en panne et qui tombe sur la fête de village, qui dit oh, c'est sympa, qui va goûter la paella, et la paella est super bonne. Et il adore la paella. Il est trop content, il parle au vieux Robert. Le vieux Robert, il dit ah, vous venez d'où? Vous venez de Paris? Ah ouais, vous venez d'où de Paris? C'est incroyable, il n'y a pas beaucoup d'étrangers qui viennent. C'est un peu cool, il rigole, tout se passe bien. Jean-Eudes va faire ses vacances à Ibiza, il rentre et il parle de la paella du vieux Robert à tous ses potes, en mode oh, c'est trop bien. Prochaine fois qu'on part à Ibiza l'année prochaine, on s'arrête là-bas pour manger et peut-être y passer une nuit, il y a une trop bonne ambiance, c'est trop cool et tout. Ils font ça 1 an, ils font ça 2 ans, à chaque fois ça se passe super bien, le vieux Robert est content, il commence à la reconnaître, il fait ah, c'est le Parisien, je te reconnais. Donc, du coup, il y a une relation un peu genre, ils rigolent ensemble, ils s'entendent bien, tu vois. Et puis, t'as un des potes de Jean-Eudes qui s'appelle, on va dire une pote qui s'appelle Églantine, voilà. Je ne mets pas du tout d'indice sociologique dans les prénoms, hein, pas du tout. Non, je vois pas du tout de quoi tu parles. Églantine qui, elle, a son mec. Églantine son nouveau du mec, Tertre d'Escuffon. Et Églantine, elle, son nouveau mec, en fait, il écrit pour Cosmo, tu vois. Et du coup, à un moment, elle l'emmène, et du coup, lui, il fait une super critique, il fait un article pour dire, ouais, dans tel endroit, il y a le vieux Robert, il fait une paella incroyable, ça paraît dans Cosmo. Et du coup, t'as une sorte de mini petit phénomène de mode où t'as genre 15-20 personnes qui sont tous les jours de l'article de Cosmo, qui viennent, alors du coup, ils viennent pas forcément de Paris, mais ils viennent de Bordeaux, ils viennent de Toulouse, etc., qui vont faire un tour, qui disent, vas-y, on goûte la paella du vieux Robert, c'est un peu trop bien, c'est un peu exotique, tu vois, c'est, etc. Et le vieux Robert, lui, il y tient à sa paella parce que le vieux Robert, il a un rapport spirituel à sa paella. Pas vraiment dans le sens où il prie devant un grain de riz, mais plus parce que c'est la paella dans le matériel qu'il a reçu de son père, qu'il a reçu de son père, qu'il a reçu de son père, qu'il a reçu de son père. Il y a un geste qui est patiné par le fait que ça fait 70 ans qu'il fait la paella. Quand il met genre la bisque sur le... 70 ans? Attends, il a quel âge? Je dis n'importe quoi. Il doit les avoir 50 au moins 85 ans. 50 ans, il en a 65. Il a commencé à 15 ans. Voilà. Appropriation culturelle un peu, si je puis me permettre. De quoi? De commencer à 15 ans? Non, de kiffer autant la paella pour un Pyrénéen. Oh, ferme-la. Du coup, j'ai pas dit quel côté des Pyrénées il était. Hein. Donc du coup, ça peut être bon. Bref. C'est vrai. Et donc du coup, il a un rapport spirituel à ça parce qu'il y a un côté, il y a un lignage de père en fils, il y a un geste, ça donne aussi un peu un sens à sa vie et surtout, il a un rapport à ça, qui a un rapport genre, il a hérité de ça, il va le transmettre à son fils, son fils qui a genre 14-15 ans, qui est en mode, bah du coup, je vais reprendre le truc de mon père, etc. Il y a un truc beau derrière et la famille entière tourne autour de ça et c'est partie de leur identité. Et du coup, il y a un rapport spirituel à ça. Sauf qu'au fur et à mesure, t'as 15-20 personnes qui viennent, puis 20-25, 25-30, etc. Et du coup, le vieux Robert, bah, il est super content. Il y a plein de gens qui ont goûté sa paella. Il a des retours incroyables à chaque fois. En plus, il est pas cher. Sauf que t'as de plus en plus de gens et bah, t'as plein de gens qui viennent pour prendre la paella. Et lui, il a plus les moyens de produire autant. Du coup, bah, il prend un apprenti. Il prend un apprenti en disant je prends un apprenti, le temps de le former à faire ma paella. C'est une très longue métaphore pour dire que le capitalisme enlève sa saveur aux J'en suis qu'au début là. Ah ok. Il prend un apprenti et donc le truc grossit un peu. Et vu qu'il commence du coup à se faire un peu de thunes, il se dit du coup mon fils il va pouvoir faire autre chose, mon fils je vais pouvoir lui payer ses études. Son fils du coup part à Bordeaux pour faire des études, il fait des études de je sais pas moi de maçonnerie, de biologie marine, on s'en bat les couilles. Ok, c'est Dirty Biology son fils. Oui voilà c'est ça, son fils c'est Dirty Biology, exactement. Et t'es pas prêt pour la longueur de la métaphore? Non, moi je vais la raccourcir, je sens que sinon elle va péter un câble et m'interrompre au milieu et on n'aura pas la chute. Mais donc du coup il y a plein de gens qui arrivent et au fur et à mesure, bah le problème c'est que vu que les gens arrivent et que bah ils arrivent avec leurs grosses voitures, etc. Les locaux ils sont en mode oh en vrai paella du vieux Robert, quand on y va il y a toujours des Parisiens qui viennent avec leurs grosses voitures, on peut pas se garer, c'est un peu chiant. Viens on va plutôt prendre une gaufre chez Yvette qui est là et qui fait des bonnes gaufres. Ah ouais ça aussi. c'est les Juifs. Quoi?
Non, continue. Et du coup, les gens. J'essaye de comprendre vraiment, mais je vois pas où tu veux en venir. Tu vas voir. Petit à petit, les gens, ils vont moins chez le vieux Robert, ils vont plus chez Yvette qui fait des gaufres. Et du coup, le vieux Robert, sa clientèle devient genre 50%, 60% de ces gens-là. Sauf qu'au bout d'un moment, il arrive un truc, c'est que la meuf, la Églantine, son mec, il a découvert un truc trop bien. Il y a le vieux René qui fait des tapas dans un autre village. Mais je vais canner, il y a combien de personnages? Attends, je fais un schéma. Continue. Non, on est presque à la fin, là, t'inquiète. Ok. Le vieux René fait des tapas. Et du coup, il fait 3 articles sur le vieux René qui fait des tapas. Du coup, tous les Parisiens, ils vont voir le vieux René qui fait des tapas et ils laissent tomber le vieux Robert. Du coup, le vieux Robert, il se retrouve à... Quasiment toute sa clientèle a disparu. Lui-même, il avait commencé à plus aller dans certains villages parce qu'il commençait à se faire vieux, à dire qu'il avait plus besoin. Et le truc, c'est que les autres gens se sont habitués à aller bouffer des gaufres chez Yvette. Je crois que je comprends un peu. Du coup, lui, il se retrouve à un moment en mode merde, les gens viennent plus d'un coup, je peux plus payer mon apprenti, je peux plus payer les études de mon fils. Donc c'est la merde, donc il vire son apprenti. Donc son fils revient à la maison et rapprend la paella alors qu'il avait commencé à prendre goût aux études. Et il se dit putain, ça fait chier quand même ce qui m'est arrivé. Et là, du coup, t'as le Jean-Eudes du début qui fait non mais Robert, écoute, je vois bien que ça va pas en ce moment. Je sais bien que c'est compliqué. C'était les aléas du marché, c'est rien. Écoute, j'ai une super proposition pour toi. J'ai Lustucru qui veut lancer une gamme de pasta box paella du vieux Robert. Et le vieux Robert, il dit non. Et au bout de 4-5 ans où personne vient, il est sur le point de mettre la clé sous la porte, il finit par dire oui. Et voilà comment, en 10 ans, on est passé d'un geste millénaire, d'une tradition familiale et d'un sens spirituel à des pasta box sur les rayons du supermarché. Ah, mais donc j'avais raison dans ma métaphore. T'avais raison, c'est les juifs? Oui. Genre. Recommence tout, j'ai zappé. Alors, c'est un mec qui s'appelle Robert. Ah non, je vais canner. Et je te jure, je te l'ai fait courte. Hein. Parce que normalement, il y a des arcs narratifs avec des tapas et avec d'autres journaux. Mais je vais mourir, je suis déjà perdu, je sais plus de quoi on parlait. Vous avez compris le chat? En gros, le capitalisme, il est arrivé, il a arraché le sens, il a déraciné, il l'a vendu et du coup, maintenant, c'est de la merde. Oui, le chat a compris. Putain, mais j'ai perdu si le t'avais fil. expliqué ça comme ça direct, ça aurait été tellement plus clair. Mais non, mais c'est plus clair avec un exemple. Non, il y avait vraiment pas besoin de métaphore. Bah, et quand j'ai mis sur mon stream, c'est plus clair, mais c'est parce que j'ai dû accélérer, j'aurais dû le faire plus lent. Mais en fait, genre, je pense J'ai eu l'intégrale une fois, j'ai vu 10 ans, ça m'a donné faim, voilà. Je me rappelle que des tapas. Non, mais putain, mais rappelez-vous moi de la paella. Ah, Perceval Corps. On dirait du Ruffin. Mais si j'avais pris plus de temps pour vous expliquer les autres journaux Karine, avec les Karine, elle peut plus avoir accès à la paella, Karine, elle aimait bien le vieux Robert à la base. La capsule catastrophique. Bref, tout ça pour dire. Ça a tellement rien expliqué. La morale de cette histoire, c'est que le sacré, par définition, c'est ce qui échappe à la marchandisation. Ça, on est d'accord. Mais du coup, vous voyez bien avec la paella, à partir du moment où on a voulu le marchandiser à grande échelle, en fait, le sacré s'est cassé la gueule. Parce que même vous, quand je vous ai dit les pasta box sucré, vous avez tous fait oh. Mais alors moi, si je me mets dans la tête de quelqu'un du chat, je me dis oui, mais je comprends pas à quel moment la foi chrétienne, par exemple, elle a été rendue capitaliste et on l'a vendue. Je comprends pas parce que il y a toujours des instances religieuses comme le pape, par exemple. Le pape qui a des voitures, grosses voitures de sport plaquées or. Après, il a raison. Moi, je serais pape, j'en voudrais une aussi. Hein. Après, vraiment pas ma carte préférée, la papesse. Mais alors, quand est-ce que ça a commencé? Bah, en fait, on peut voir ça de différentes manières. Alors, quand est-ce que ça fait corrompre par le capitalisme? En fait, le capitalisme n'existait pas forcément à l'époque, mais quand est-ce que ça fait corrompre par le mercantilisme? On peut voir ça à partir du moment, en fait, tout simplement, où le catholicisme a eu du pouvoir, a été en position de pouvoir et de normalisation, et du coup, bah... Voilà, moi, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Moi, c'est vraiment le côté uniformisation et lisser le truc pour en faire. Pour moi, c'est ça en fait qu'a fait le libéralisme aussi avec la foi, tu vois. C'est ce truc de se dire. On pourrait remonter si on parlait de peut-être que le catholicisme est devenu avare et a voulu avoir de l'argent. On pourrait remonter au célibat chez les prêtres. Ah ouais, carrément. Pourquoi? Parce que. Oui, bien sûr, c'était pour pas qu'ils aient d'héritage et qu'ils donnent tout à l'église à leur mort. C'est pas pour des raisons de morale, parce que du coup, célibataire, ça veut dire pas d'héritage, ça veut dire toutes leurs positions reviennent à l'église après. Et c'était une grosse manière de se financer de la part de l'église, donc on pourrait remonter là. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et c'est futé en soi. Ouais. En fait, c'est vrai que c'est un peu l'essor de la bourgeoisie aussi, cette époque-là. Je suis pas sûr. Parce que la bourgeoisie, c'est une bourgeoisie quand même qui. La bourgeoisie de l'époque, c'est plus des marchands, des gens qui travaillent, qui vivent de leur travail. Alors qu'ils vivent très bien, mais qui vivent de leur travail. On est pré-capitalisme, hein, le truc de la valeur qui vient du capital. Oui, mais la bourgeoisie, avant d'être la classe bourgeoise qu'on connaît aujourd'hui, c'était déjà une classe. Et c'est un peu à l'époque où on a commencé à inventer le système de chèques, le système de dette, etc. et tout.
Le moment ça, ouais. où Urbain 2, il a fait cette réforme-là pour se financer, etc. C'est un peu l'essor aussi où on commence à avoir pas mal de trucs autour des valeurs abstraites et tout, tu vois. D'ailleurs, un truc qui est assez amusant, c'est qu'on a souvent l'idée que genre les chrétiens, ils n'avaient pas le droit de faire de l'usure, pas le droit d'avoir des banques et tout et tout. Dans les faits, ils le faisaient quand même, mais comment ils faisaient? En fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se prêtaient de l'argent sur des foires. Alors c'est beaucoup du coup les gitans qui faisaient ça. Ils se prêtaient de l'argent sur les foires, et en fait, les foires, à l'époque, avaient des monnaies locales. Et les monnaies locales n'avaient pas le même taux de change en fonction des périodes. Donc en fait, ils se rendaient toujours le même montant, mais une période différente, ce qui faisait des intérêts cachés. Ils jouaient avec ça. Tu prêtes genre, je sais pas moi, 200 pièces de la foire hors saison, et tu rends 200 pièces de la foire en pleine saison, bah ça fait des intérêts. Parce que le truc a pris de la valeur entre temps. Je vois le fou du bibliobus qui dit mais du coup c'est un détournement du système féodal, pas du capitalisme. Non, je pense que ce qu'on dit c'est que les prémices justement de cette capitalisation de la spiritualité datent justement des prémices du capitalisme. Ce qui est logique en soi. Non, c'est plus vieux. C'est plus vieux encore? C'est plus vieux que ça. Okay. Parce que les prémices du capitalisme, c'est vraiment les Lumières en vrai. Ouais. Et même avant ça, dans l'époque médiévale, il y avait déjà de ça de loin. Genre, en fait, ça vient aussi du fait que les catholiques sont en mode, il y a des savoirs qui sont bons, des savoirs qui sont mauvais. Les savoirs mauvais, ils doivent être supprimés de la circulation. Et du coup, il y avait une logique d'entassement. Est-ce que c'est lié genre, on va prendre et foutre plein de trucs. Est-ce que c'est lié genre à l'acquisition et tous ces trucs-là? Bah, il y a une notion de contrôle et de stockage des trucs précieux pour que genre le peuple n'ait pas à les avoir, quoi. C'est nous qui gardons. Un peu côté gardien du trésor. Alors, Man de Culture qui nous dit, en gros, le capitalisme existait déjà avant, juste il n'était pas totalisé. Et y compris, il n'était pas sur tous les marchés aussi, tu vois. On peut le voir en Italie ou en Allemagne, etc. Je pense que la Renaissance a vraiment détruit cette idée de sacré. Tout à fait, mais d'ailleurs, les Lumières, c'est ça. Les Lumières, ils veulent désacraliser. C'est tout le truc de l'humanisme, d'enlever Dieu est mort, etc., etc. Mais en fait, le truc, c'est que pourquoi ils désacralisent? Ils désacralisent pour marchandiser. Matt, quand même, les Lumières, c'est aussi la pensée libérale. Oui, c'est ça, une pensée marchande. C'est une pensée capitaliste, une pensée proto-capitaliste. Une pensée qui se pense comme une société de contrat, une société qui échappe à un ordre divin pour entrer dans un ordre de contrat et de convention. Le contrat social, ça vient de ça. C'est un côté libéral de dire qu'il n'y a pas de contrat divin, il y a un contrat social, et du coup, c'est des gens qui contractent entre eux. C'est un peu les prémices de ça. En soi, moi, les Lumières ne sont pas les prémices du capitalisme. Alors, du capitalisme moderne, si. Quand même. Du libéralisme, si tu veux. L'Inquisition, je pense, on lui attribue beaucoup. En fait, moi, ce que j'ai l'impression, alors peut-être que je me trompe, hein, mais moi, c'est l'impression que j'ai, c'est que la Reconquista, puis ensuite l'Inquisition en Espagne, ça a vraiment été un tournant dans comment les chrétiens traitent les autres religions. Surtout les juifs. C'était majoritairement les juifs. Genre, moi, je voulais que je fasse un tunnel sur les conversos et la Reconquista. Non, je pense qu'il faut qu'on continue sur cette histoire de spiritualité. Ok. Pardon. Genre la capsule est plus sur ça, je pense. On pourra faire des trucs historiques plus tard. Mais du coup, en fait, la marchandisation s'oppose à la sacralisation. Les deux, ça ne peut pas marcher parce qu'on est dans un système où, en fait, pour marchandiser, il faut produire en masse à l'identique. Et le sacré, c'est du particulier. C'est ça. Donc du coup, tu peux pas créer du particulier à l'identique. Ça n'a aucun sens. C'est ça, c'est du dogmatisme pur de dire aux gens, ce truc est sacré, donc il est sacré parce qu'il est sacré et que toi, t'as aucun rapport personnel avec. Exactement. Mais ça, c'est un truc qu'on retrouve déjà dans les religions. Genre, Jésus qui vire les marchands du temple. Et déjà ça, il les vire, genre, pas juste il débat avec eux, non, il les vire à grands coups de sandales dans la gueule. Hein. Ouais, c'est un bon anarchiste. Il les dégage à coups de panard. Hein. C'est vraiment cet anard qui vire les bourgeois de son assemblée. Non, pas juste les bourgeois. Non, moi, j'ai pas cette vision-là. J'ai la vision de... Il sent que, en fait... Vu qu'il commence à foutre de la marchandisation dans son temple, il se fait déposséder de sa spiritualité. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et que du coup, il est en mode non, il n'y a pas de marchandisation, il n'y a pas d'histoire de commerce, de drogue, de trucs comme ça ici. Non, c'est une zone franche de ça. On ne s'occupe pas de ça ici. Vous faites ça ailleurs, vous dégagez de mon église. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je vois vraiment comme ça. De toute façon, il a même cette idée aussi de partager le savoir biblique gratuitement, de pas le marchandiser normalement aussi. Ce qui paraît. Il y a ça, et c'est ce qu'on trouve aussi avec le mythe de Midas. Ce que pareil, est-ce que par exemple, un des tournants aussi du christianisme dans comment ça a été déspiritualisé, ça n'a pas un peu été aussi cette époque où on faisait des ordonnances pour que les gens ils aillent au paradis contre de l'argent là? Ah, les indulgences, ça s'appelait. Ouais, les indulgences. Ça, c'est Renaissance. Ça a l'air d'être, en termes de déspiritualisation, ça a l'air assez vénère hein, quand même. Bah, c'est une des raisons du schisme catholique protestant. Il n'y a pas que ça, mais c'est aussi une des raisons. Et puis les protestants sont partis en mode encore plus libéral, super. Bah, ouais, mais ils ont voulu recréer du sacré. Les 95 thèses de Luther, si vous voulez dire ne faites pas ça, épargnez-vous ça par pitié, c'est un enfer. Les 95 thèses de Luther, c'est un pamphlet de respiritualisation et de recréer du sacré, de retrouver du sens.
Ah oui, pas tous les protestants, les gens, quand je dis les protestants, je parle protestantisme. Les protestants, il y a tout et rien dedans, oui. Oui, comme tout, partout, tout le temps. Mais en gros, il y a quand même des tendances. Et les tendances dans le protestantisme, elles sont libérales. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tendances libérales et beaucoup de tendances qui se pensent modernes, modernistes aussi. Et c'est ce qui fait que j'ai autant de soucis avec le judaïsme moderne, le judaïsme libéral, le judaïsme même réformé. C'est qu'en fait... Quelqu'un vient de faire un tel bon parallèle. Attends, vas-y, finis. Ouais. Excuse-moi, désolé, je t'ai coupé. Quelqu'un a dit les indulgences, c'est les crédits carbone du Moyen-Âge. Oh. Ça, on n'en a pas parlé sur les gens qui n'ont pas de croyance, soi-disant, et qui croient tous en la fin du monde par l'écologie. Ouais. Les gens qui ont une vision du collapse, alors que ce qu'ils voient pas, c'est que en Occident, a priori, on va quand même beaucoup mieux s'en sortir qu'ailleurs. Et que en fait, je pense qu'à la fin du monde Fallout, on ne le dira pas de notre vivant. Bah non, et puis surtout en fait, genre on sera toujours une classe super. Si on change pas concrètement les moyens de production, etc. et tout, en fait, genre nous on est toujours dans les pays les plus tempérés et on est a priori ceux qui allons le mieux nous en sortir, etc. Enfin, et ça va pas arriver du jour au lendemain. Ce qui va se passer, les gens, c'est que dans 5 ans, on achètera des clims avec des microcrédits et on s'endettera plus, c'est tout. C'est ça. Et en plus de ça, genre on a mis en lumière il y a pas longtemps que cette croyance-là, ça menait vers de la pensée écofasciste. Donc il faut s'en méfier vraiment. Ouais, c'est Lydie qui a fait un long texte chez Position. Un article, ouais, je l'ai lu en live du coup. Moi, je l'ai lu en diagonale. Ouais, c'était bien son truc. Bref, du coup, on a bien expliqué pourquoi et comment est-ce que la chrétienté s'est retrouvée marchandisée et donc déspiritualisée. Mais nous, non. Parce que en fait, le truc, c'est que, genre, nous, parce que je prêche un peu pour ma paroisse, forcément, nous, on n'a jamais été dans cette position-là parce qu'on n'a jamais été en position de pouvoir. Et que, en fait, nous, amasser des richesses. Quand tu dis nous, tu parles des juifs. Ça n'a pas grand sens. De quoi ? Quand tu dis nous, tu parles des juifs. Oui, c'est ça. Et ça n'a pas grand sens parce qu'on est un peu, on se pense comme un peuple en exode. Donc on est toujours de passage. C'est pour ça qu'on s'investit aussi peu dans la politique qu'il n'y a pas genre de syndicats juifs, de groupes politiques juifs, ça n'existe quasiment pas. Parce qu'on est de passage. Mais du coup, si on est de passage, ça sert à quoi d'avoir une cave dans laquelle tu entasses des lingots d'or si de toute façon tu dois pouvoir partir de demain et du coup les laisser là, ça sert à rien. Donc on n'a pas ce truc d'amassage compulsif. Il y a eu un royaume quand même, un royaume juif. Ah oui, il y en a eu, ouais, il y a 3000 ans. En vrai, si, les Khazars. De quoi les Khazars ? J'en sais rien. Par rapport avec les Khazars ? Non, j'ai rien compris, c'est Matt qui a répondu ça. Mais du coup, dans notre orthodoxie, on a des trucs aussi qui parlent de ça. Typiquement, si je vois quelqu'un qui dit sauf pour les sionistes, je m'avance peut-être, mais genre corrige-moi si je me trompe. Mais je pense qu'en termes de trucs qui déspiritualisent, le sionisme, ça se pose là. Oui. Quand même. Tellement. Mais le sionisme nous arrache à notre judéité. Et d'ailleurs, fun fact, quand attends 2 secondes. Coucou à Twitch gauchiste. Oui, coucou à Twitch gauchiste. Écoute, pour Twitch gauchiste, prends des notes, essaie de comprendre, tu verras, c'est pas si compliqué. Quand Théodore Herzl, il a fait son premier congrès des amants de Sion, son premier congrès sioniste, il voulait le faire à Munich. Il a été obligé de le déplacer à Bâle en Suisse parce que quand il est arrivé à Munich, il s'est retrouvé face à une foule de rabbins avec les chapeaux, les manteaux, etc., avec des fusils et des fourches. Je sais pas si vous imaginez la vision, tu sors de l'aéroport, de ce que tu veux, et t'as des rabbins, t'as une foule de 200 rabbins, tous en tenue, avec des fourches, avec des fusils à pompe qui te regardent. Moi, je remonte dans l'avion. Clairement. C'est terrifiant. Qu'est-ce que vous faites ? Mais le monde juif était fortement opposé au sionisme à l'époque. Bien sûr. Que ce soit via les juifs orthodoxes qui étaient en mode c'est quoi cette dinguerie ? C'est interdit dans le Talmud ce que tu fais. Que ce soit les juifs laïcs qui étaient le Bund, donc les juifs qui étaient plus socialistes, qui étaient en mode non, en fait, on va plutôt se battre pour nos droits ici et maintenant. Tout le monde était contre. Les seuls qui étaient pour, c'était la couronne d'Angleterre. Mais d'ailleurs, j'y pense, tu vois. En fait, quelque part, c'est vraiment l'aspect colonial qui a mené à une instrumentalisation de baiser, tu vois, du sacré juif. Et du coup, ce qu'il en reste. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'Israël ne fait de sacré ? Israël a autorisé récemment des cigarettes cachères. Attends. Oh, sérieux ? Ouais. Ok. Je finis. Et genre, du coup, je me pose la question de l'impact qu'a aussi eu, nous, en tant qu'occidentaux, le fait d'avoir colonisé sur genre notre spiritualité. Puisque on observe aujourd'hui, du coup, avec le sionisme, ce que tu dis. Est-ce que nous aussi, vu qu'on n'a pas justement justifié la colonisation par justement aussi des raisons très chrétiennes, est-ce que maintenant qu'aujourd'hui on en revient, etc. et tout, il n'y a pas aussi ça qui a pu jouer dans la déspiritualisation, l'instrumentalisation vraiment purement politique à grande échelle dans l'impérialisme, tu vois ce que je veux dire ? Ça rejoint un peu le côté genre ce que dit Fanon dans Peau noire masque blanc, le côté où en fait la colonisation elle déshumanise le colonisé mais aussi le colon qui du coup de perd son humanité. C'est ce que je dis, tu vois. Et du coup en fait vu que la colonisation s'oppose littéralement à toutes les valeurs chrétiennes, hein. Enfin genre vraiment, c'est-à-dire que
Tu légitimes des horreurs, quoi. Tu déshumanises des gens. Est-ce que ça te déspiritualise pas aussi beaucoup? Parce que du coup, ça crée vraiment cette espèce de paradoxe où moi, tu vois, je vois dans ma famille, par exemple, un truc que j'ai entendu de baiser. C'est ma mère, elle est en mode, oui, de toute façon, les chrétiens, ils se sont juste servis de leur truc pour faire des guerres, et ensuite, ils s'en sont servis pour toucher des enfants. Du coup, voilà, ça c'est position de ma mère. Bah, 2000 ans d'histoire du christianisme résumé en une phrase. Voilà, c'est ma mère, tu vois, sur l'histoire du christianisme. Et du coup, moi, j'ai vraiment grandi dans ce baigne-là, et j'en suis encore un peu d'accord avec ça aujourd'hui, tu vois. Il y a ce truc de, est-ce que c'est pas... Et du coup, en fait, oui, quand tu réfléchis comme ça, de façon même un peu bas du front, t'es en mode, bah oui, forcément, ça déspiritualise, quoi. Genre, t'es en mode, oui, aime ton prochain, et ensuite, tu butes des gens, et tu les déshumanises, et tu dis que c'est pas ton prochain. C'est Chapoutot qui parle un peu de ça quand il avait travaillé... Non, c'était Ingrao, je crois, qui avait travaillé sur comment on convainc les gens dans l'appareil de guerre nazi d'aller faire des horreurs sur le front de l'Est. Il a beaucoup bossé là-dessus, et il me montrait qu'en fait, quasiment tous les gens qui étaient sur le front de l'Est, ils n'étaient pas par plaisir, ils faisaient des immenses horreurs, ils faisaient un génocide, ils le savaient, ils n'avaient pas envie de le faire, et qu'il y avait toute une réflexion de la part des nazis pour dire ils sont sur le point de craquer, ça les détruit trop de faire ça détruit leur humanité. Comment on fait en sorte qu'ils craquent pas et qu'ils continuent et qu'ils obéissent aux ordres? C'est là qu'ils les ont drogués, non? Non, c'est plus les ricains qui ont vraiment drogué leur mec. Désolé, je me suis trompé de 20 ans, genre. Mais eux, c'était vraiment avec genre un matraquage idéologique de... parce que, par exemple, il y a une lettre d'un mec qui dit, mais en fait, genre, vous m'envoyez pour tuer des soldats, et je retrouve avec un enfant de 3 ans qui me regarde dans les yeux, qui comprend pas ce qui se passe, c'est moi qui dois lui mettre une balle dans la tête. Genre, non, c'est pas pour ça que j'ai signé. Genre, je l'ai fait déjà 25 fois. Moi, par exemple, genre, à titre personnel, un truc qui m'a toujours, mais vraiment, baisé le crâne face, genre, à pas mal de discours de pas mal de chrétiens, tu vois, qui sont assez hégémoniques, c'est à quel point c'est des gens intolérants sur, justement, les trucs qui sont censés avoir fondé leur religion, quoi. C'est-à-dire que c'est présenté comme une religion de pécheurs, genre, et c'est devenu une religion de bourgeois qui jugent les gens, quoi. Alors qu'à la base, justement, c'est l'exact inverse du message. Et moi, je pense que ça aussi, c'est, si on cherche dans les trucs qui déspiritualisent, moi, je n'ai jamais été intéressé par la vision de la chrétienté que me propose la vision hégémonique, parce que je suis en mode, mais c'est pas cohérent. Tu peux pas être contre, genre, les homosexuels et en même temps, genre, porter ce message d'amour et de tolérance. C'est bizarre. Qui avec une pute. Oui, c'est bizarre, genre. C'est-à-dire que t'es censé me... Enfin, ouais, moi, j'ai ce truc-là, tu vois, normalement, vous êtes... Enfin, mais je vois écrit l'Empire d'Ingénieur, mais les gens, ça, c'est des trucs qui datent depuis que j'ai 6-7 ans, enfin. Genre... C'est le moment où je râle sur Vieux Man. Non, mais oui, genre, c'est pas la première personne à... Vieux Man, il est arrivé en mode oui, bonjour, je vais arriver avec un style un peu quirky, des mots d'universitaire parlés comme un bourgeois. Vous racontez que vous, petits athées... Non, en fait... t'es une hater, t'es trop une hater. Non. Oui, mais laisse-moi finir mon rant de hateuse. Parce que, je suis désolé sur le fait que c'est un bourgeois. J'ai une pote qui l'a eu en prof. J'ai pas dit que c'était pas en prépa de lettres. De quoi? J'ai pas dit que c'était pas bourgeois pas comme. J'ai une prof qui l'a eu en prof, en prépa de lettres. Il disait, moi, vous savez, je suis pas professeur, moi je suis shakespeareologue. Donc allez, nique ta mère. Voilà. Non, mais c'est bien son style, ça. Oui, voilà. Donc, et c'est le mec, il arrive, il dit, en fait, je vais prendre les petits athées complexés, là, et je vais leur dire, vous inquiétez pas, je vais vous flatter, vous avez raison d'être athée, les religions, ils sont méchants, mais regardez, mais c'est même pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit. Laisse-moi finir. Il y a une micro-communauté de gens qui pensent un peu différemment, etc. Vous allez les sucer, eux, et eux, c'est les gentils, et tout le reste, c'est les méchants, il y a que eux qui sont légitimes. C'est exactement ce qu'il fait, c'est une pique-me des fois. Il prend un truc ultra spécifique qui suce pour balancer tous les autres sous le bus. Non, moi je pense que c'est une putain de pique-me. Quand est-ce que vous avez entendu Pacôme parler bien de chrétienté en dehors de ses gnostiques à lui? Mais en fait, je pense il ne fait que défoncer le reste. Je pense que c'est ça que les gens ils aiment bien, c'est que c'est une critique vraiment de gauche des chrétiens et ils sont contents d'avoir ça, tu vois. Mais non, c'est pas une critique de gauche, c'est une critique athée bête des chrétiens. Sur lequel tu rajoutes en plus non mais il y a une fois Pick Me qui elle ça va, c'est bon, ils ont le droit parce que en plus c'est pratique, ils sont plus là, ils sont quasiment tous morts, ils peuvent pas parler, je peux parler à leur place, c'est quand même vachement bien. Je vois ce que tu veux dire. Ah désolé, mais son truc des gnostiques coptes, pas coptes, bah il prend vraiment genre il prend Nagadami. Tu peux reconnaître parce qu'il y a plus personne vivant de Nagadami. Genre tu peux quand même reconnaître que genre le mec il a réussi à faire s'intéresser à plein de petits athées complètement déspiritualisés, à Jésus et à des trucs du style. Ça, il les a fait s'intéresser à la figure historique de Jésus, pas à la spiritualité. Il a respiritualisé personne.
Je suis pas forcément d'accord. Moi, je pense que, genre, il a ouvert un peu une brèche avec son truc, tu vois, qui a plein de défauts, comme tu veux, mais qui est intéressante pour justement recommencer à penser aussi notre histoire, on va dire, chrétienne, avec une visio qui peut potentiellement beaucoup plus nous parler que justement la visio qui nous est balancée à la gueule. Qui parle à qui? Qui parle au gauchiste blast en les caressant dans le sens du poil? Oui. Non, les gauchistes blast, moi je veux les choquer, je veux pas les caresser en les suçant mollement. Parce qu'il ne fait que. Quand est-ce que le chat, quand est-ce que Pacôme, dans ce qu'il a dit, a été contre vos convictions? Quand est-ce qu'il vous a secoué? Il n'a fait que vous faire du storytelling sur des choses sur lesquelles vous étiez déjà un peu d'accord. Quand est-ce qu'il vous a secoué? Quand est-ce qu'il vous a challengé? Jeanne d'Arc. Ah oui, c'est quand il parle pas de religion? Jeanne d'Arc, pas de religion. Attends, c'est lequel Jeanne d'Arc? Parce qu'il y a un truc où il parle pas de religion et du coup, moi je me les inflige pas. Jeanne d'Arc, quand même, elle croit un peu en Dieu, il me semble. Oui, mais oui, ok, oui. Non, mais c'est. Oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est pas le truc qu'il a fait sur Marie-Madeleine, tu vois. Non, mais c'est vrai que. Full religion. Oui, c'est vrai que le truc sur Marie-Madeleine, c'est full religion. Et son truc de roman national, moi je suis pour qu'on fasse un roman national, il n'y a pas de souci. Jeanne d'Arc. Oui, bien sûr. Et moi je suis pour faire un roman national. Enfin, genre faire un roman national, moi je trouve ça bien. Le souci, c'est que qu'est-ce que t'en fais et qui tu balances sous le bus? Parce que roman national, t'es obligé de balancer quelqu'un sous le bus. T'es obligé d'avoir un antagoniste. Ouais. Et là, son antagoniste, c'est l'église dans son entièreté, ce qui est con. Non, c'est l'église dans ce qu'elle a perpétué à travers les traditions de l'Empire romain. Oui, mais alors déjà, c'est con. C'est pas forcément toute l'église dans un tout cohérent, parce que il va ah même... bon, c'est ce qui ressort? Parce qu'il parle beaucoup des autres églises autres que romaines et autres que gnostiques. Oui, il parle des bons hommes à un moment. Les bons hommes, c'est les gnostiques. Lui, en fait, ça c'est le truc de Vieux-Man, c'est qu'il prend plein de trucs qui sont pas des gnostiques et il les affilie à la gnose. Bah, alors, est-ce que les bons hommes sont des gnostiques ou pas? Ouais, ça reste des mystiques. Pour lui, les cathares, c'est quasiment des gnostiques, tu vois. Genre, Oui, alors ça, en plus, c'est un forceur, t'as mode. C'est un peu un forceur des gnostiques. De pouvoir. Ça, c'est vrai que c'est un peu un forceur, tu vois, sur le truc de gnosticisme. Et d'ailleurs, en vrai, c'est pour ça qu'il préfère dire les 100 rois, je crois. Donc, il est un peu conscient, un peu conscient de ça quand même. C'est tellement bandeur, les 100 rois. Genre, il y a. Genre dans le gnosticisme, il n'y a pas eu des chefs, hein, genre. Bref. Non, mais justement. Mais après, c'est un bandeur, il a le droit. Il n'y a pas de souci sur le fait qu'il soit un bandeur. Mais en fait, Vieux-Man, il vous présente s'il y a genre le grand méchant, l'église, et les gentils qui sont les 100 rois, qui sont les David contre Goliath, anarchistes, etc. Mais ça va dans ton sens. Il est en train de dire, genre, l'église qui uniformise tout et qui désacralise tout, c'est pas bien. Il vaut mieux les gens qui avaient des traditions un peu plus propres à eux. Ça va dans ton sens, non? Mais non, parce que le truc, c'est que. Non, parce que moi, je suis pour l'orthodoxie. Lui, il n'est pas pour l'orthodoxie. Il est pour l'exotisme. C'est un bandeur d'exotisme. Il est en mode, oh, regardez, ils sont coptes, ils sont égyptiens, il y a des bibliothèques perdues, personne n'est là, c'est un peu exotique, c'est un peu inspirant. Quand est-ce qu'il dit ça? Arrête. Quand est-ce qu'il dit ça? En filigrane, c'est un peu ça. Pas vraiment, non. Je vois pas quand. Tu vas me faire croire qu'il n'y a pas d'exotisation dans son propos? Oui, si, il y en a un peu, tu vois, mais c'est pas la structure, c'est pas le squelette du truc, genre. C'est une balade mentale sur un truc exotique fétichisé. Mais la religion, enfin l'histoire de France, c'est pas exotique. Bah ça dépend comment tu le tournes. Lui, il exoticise ça. Les cathares, les albigeois, il les fantasme, il les fétichise. Mais c'est normal, c'est parce que c'est un roman national. Il est pas historien, il est exégète. Je trouve que c'est la question la plus éclatée du monde. Non, mais genre moi, je vais ouvrir un restaurant, vous allez venir, je vais vous faire payer 50 balles, vous servir une omelette cramée, vous allez me dire c'est dégueulasse. Je dis non mais c'est pas dégueulasse. J'ai une vision avant-gardiste. Si vous n'avez pas mon omelette, faites la vôtre. Mais non, c'est quand même dégueulasse. Mais non, c'est des trucs de con. Pardon, je t'ai coupé la parole. Je sais même plus ce que je voulais dire, j'ai trop de trucs à répondre du coup. Et du coup, ça s'est carambolé et je sais plus ce que je voulais dire. Je suis pas cuisinière, je suis exégète. Manger l'omelette brûlée, c'est vous qui avez. Lorsqu'il dit je suis exégète, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il est en train de dire, genre, en gros, les exégètes, c'est les gens qui font l'étude du sacré, et pour lui, tout est sacré. Et du coup, c'est un exégète. Sauf qu'il sacralise jamais rien, à part les trucs qu'il fétichise. Il ne sacralise pas, il fétichise. T'en croises beaucoup des gnostiques dans la rue? Non, mais c'est pas la question. Il essaie pas de convertir les gens. Il spiritualise un truc qui est loin, qui est inaccessible, qui est différent. Il spiritualise pas les gens dans leur cœur. Il a quand même essayé de réhabiliter Jésus, genre, à gauche. Via des gnostiques coptes et via des trucs qui sont soit disparus, soit loin, auxquels on n'a plus accès. Quand est-ce qu'il a renvoyé vers un collectif ou vers un truc actuel qui correspond à ses valeurs? Quand? Parce qu'il parle pas de foi, en fait. Quand est-ce qu'il a renvoyé vers quoi que ce soit, autre que lui-même? Si, il a renvoyé à plein d'auteurs de l'époque, dont genre Rousseau et oui, tout. De trucs actuels, je veux dire. Oui, après, c'est vrai que il fait son truc, quoi. Bah, je sais pas, je trouve que c'est...
En fait, moi, j'ai surtout très déçu parce que quand j'ai compris ce qu'il voulait faire. Moi, je trouve ça sympa. Moi, je trouve ça hyper sympa. Genre, c'est vraiment des trucs qui sont agréables à mater, qui font du bien à mater aussi, tu vois. Genre. C'est du great review, oui. Bah, peut-être, ouais, tu vois. Mais moi, je trouve ça cool d'avoir un petit peu des débuts. Moi, je suis une gauchiste qui a pas de culture. Genre, j'ai fait école d'ingé et tout. Il y a plein de trucs que je sais pas, tu vois. Et d'avoir une vidéo qui réhabilite, genre, des trucs dans la Révolution française, c'était un putain de kiff. De refaire cette histoire-là, mais avec un mec un peu goofy qui raconte ça de façon vraiment cool, tu vois, et qui, ok, d'accord, grand tout gauchiste, mais ça fait plaisir aussi, tu vois. Genre, moi, j'avoue que, genre, j'ai passé un excellent moment devant chacune de ces vidéos. Même sur un truc. Le fait que je reproche, en fait, c'est que lui, il veut rapprocher la religion du gauchisme, alors que moi, je veux rapprocher les gauchistes de la religion. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est raconter l'histoire de France. C'est même pas tant un rapport à la foi. Oh, bah si, tu me dis que tout est spirituel. Il y a un rapport à la spiritualité. Oui, il a un truc, il a un rapport à la spiritualité, tu vois, et il a son truc pour les gnostiques, mais pour moi, son truc de sang roi, c'est avant tout un truc de narration quelque part. Ah ouais, mais du coup, il fait sa pique-me pour la narration. Bah oui, mais c'est le but. D'être une pique-me. Bah c'est super. Bah, genre un peu, c'est-à-dire que le but, c'est de proposer genre un roman national, et le roman national n'est pas accurate. Non, mais le souci, c'est pas que ce soit accurate. Le souci, c'est que il fait un roman national. Super. Tu t'identifies à quoi? Au sang roi? Ils sont morts. Au gnostique? Ils sont au bout de la terre. Mais comme dans le roman national, tu t'identifies genre dans le vrai roman national qui est à l'école, il y a ce truc où genre tu parles des rois de France, des Romains, des Gaulois aussi. C'est exotique, c'est lointain. C'est le concept du roman national. Le roman national de gauche, il a le truc avec la Révolution pour dire nous sommes les nouveaux révolutionnaires, nous allons faire quelque chose. C'est mobilisant. Oui, mais c'est mobilisant son truc. Nous sommes les nouveaux gnostiques? Bah non, ça vend pas des masses. Hein. Genre, il dit pas nous sommes les nouveaux gnostiques, il dit genre il y a toujours eu un instinct révolutionnaire, y compris avant la Révolution, qui s'incarne dans la figure que lui invente, qui sont les 100 rois. Parce que c'est une figure quasiment de fiction, parce qu'il fait un roman national, vraiment dans le sens du roman. Et moi, ces 100 rois, c'est toujours des gens qui sont soit morts, soit pas là pour en parler, bizarrement. Mais c'est parce que c'est un fétichiste. Non, c'est une fanfiction. Mais c'est de la merde surtout, cette fanfiction, elle est nulle à chier. Désolé, je suis obligé de le dire. Mais putain, le mec il fait une histoire, il veut faire un roman national de gauche, il ne parle jamais du peuple. Jamais, putain. Il a une vision bourgeoise, ça en plus, c'est un autre sujet. Ça, c'est une critique que j'entends. Merci. Ça, c'est une critique que j'entends, vraiment. Je la trouve bien, cette critique. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il parle pas. Il aurait pu faire un truc bien respiritualisant, dans son truc sur le carnaval. S'il avait genre... Ah, le carnaval, c'est le peuple. Mais oui, mais là, en fait, il a une vision du carnaval qui est une vision fétichiste. Le carnaval en vrai, c'est pas ça. Le carnaval en vrai, c'est vrai que le carnaval le lancer de marrant, les gens qui se bourrent la gueule. Oui, et c'est surtout les imitations de cris de mouette et ce genre de trucs. Oui, ça c'est réel. Il y a quelqu'un Merci dans pour le sub. chat. C'est le Stéphane Bern, c'est le Dark Stéphane Bern, et c'est tellement vrai. C'est genre le mec, il prend des figures. Pire, c'est le Laurent Deutsch. Mais parce que il prend des grandes figures de l'histoire de France, au lieu de dire leur sucer la bite, il les défonce. Mais on s'en bat les couilles. Je m'en bats les couilles que Louis XIV tue la merde. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment le peuple vivait à ce moment-là. Alors, je suis d'accord avec la deuxième phrase, mais moi, je n'en ai pas rien à foutre de à quel point Louis XIV puait la merde. Mais pourquoi on s'en branle? Parce que c'est trop marrant. Mais c'est pas un roman national, alors juste... moi, je peux te balancer des documentaires, pas de soucis. Mais si justement, c'est ça un roman national, c'est pas genre un document historique. C'est pas des fun facts en fait qui fait les bras. Non, mais attendez, je suis désolé de devoir le défendre encore, mais je suis désolé, dans un roman, t'as des personnages qui s'affrontent plus ou moins, etc., qui connaissent des péripéties, et c'est ce qui fait, tu vois. Et alors oui, du coup, ça a les défauts d'un roman, c'est que effectivement, il y a peu de romans qui raconte l'histoire d'un peuple. Mais c'est pas une question qu'il n'y a pas de réalité, c'est la façon de comment il la raconte la chose, et c'est vraiment nul. Non mais ok Diane, tu veux jouer à ça? Ok, c'est moi un personnage des 100 rois dont il a parlé. Justement, c'est un peuple. Ah bah, donc c'est pas un roman national. Jésus, c'est un 100 roi. Jeanne d'Arc, c'est aussi un 100 roi. C'est tous ceux qui l'aiment bien. Tous ceux qui l'aiment bien. Mais oui, que des gens morts. C'est le principe d'un roman national. Putain, échappe. Non, le roman national, il est aussi dans le présent. Il est pas que dans le passé. Il est aussi dans le présent, le roman national. Oui, mais justement. Genre, mais tu peux pas te dire que genre il peut pas parler de gens qui genre du coup faut qu'il parle que de gens vivants pour son roman national. Ça n'a aucun sens. Pas que, mais au moins un truc actuel qu'on puisse faire quelque chose de ça.
Et pourquoi aussi sur sa vidéo sur la Révolution française, tu sais, genre, il parle de Robespierre, nanana, Robespierre, c'est Olivier Faure, le mec, ok? C'est Olivier Faure. Alors que putain, ce qu'il aurait pu faire, c'est qu'il aurait pu dire, voilà comment le peuple s'est fait enculer pendant cette révolution. Tu vois? Là, ça aurait été ultra intéressant. C'est vrai. Pourquoi se focus sur des petits bourgeois de merde dont on en a rien à foutre de baraque? Ok, Matt, tu es convaincante. Je reconnais. Voilà. C'est ça être communiste. Marx, il dit ça. Marx, il fait un roman national de la Révolution française. Il dit le peuple s'est fait enculer. Bah, c'est ça, putain. Pourquoi aller chercher loin? C'est ça le. Mais au niveau respiritualisation, je te dis. T'es en train de me convaincre, Matt, vraiment. Genre, je suis en mode ah oui, effectivement. Sur la respiritualisation, désolé, mais ça marche pas son truc. Ça marche pas. En plus. Genre, ça va pas inspirer des conversions, son truc. Non, mais c'est pas le. Enfin, ça, genre, justement, Non, je dis pas que c'est le but. Mais je dis que c'est un indice, quoi. Genre, qui se sont respiritualisés par une secte gnostique copte d'il y a 2000 ans. Non, mais les gens se sentent pas respiritualisés par ça. Ils se sentent respiritualisés potentiellement par une vision différente de Jésus qu'ils avaient pas forcément avant. Et là où il aurait pu utiliser l'Église au Moyen-Âge, à la Renaissance et tout, il aurait pu l'utiliser pour dire l'Église a pris des textes, a parlé avec le peuple, c'est elle qui est en contact avec le peuple, et c'est avec elle qu'on a tous les textes, même les historiens te le disent. Et c'est justement, c'est encore plus intéressant de faire un truc avec le peuple, parce que du coup, c'est de dire, il y a deux églises, il y a l'église des élites, et il y a l'église du peuple. Et voilà, ça, c'est super intéressant. Voilà, le chat, c'est exactement ce que je dis. Et pourtant, si ça peut aider à se spiritualiser hors des murs de l'église et des dogmes, voilà. La fête gauchiste de s'il y a spiritualisation, ça doit être hors des dogmes, hors de l'église. Vieuxman les flatte dans ce sens-là. C'est exactement ce que je dis. Et du coup, les gauchistes sont en mode ah, c'est trop bien déjà. Bah oui, moi, ça me parle. Je suis désolé. Attends, j'ai pas fini. Attends. C'est toujours d'autres gens qui se spiritualiseront, hein, c'est jamais eux-mêmes, bien sûr, qui se spiritualiseront hors de l'église, hors des dogmes, parce que les dogmes, c'est mal. Parce que c'est pas bien, parce que c'est incompatible avec la gauche. Et ça, il est flatte là-dessus. Et ça, il remet jamais ça en question. Et c'est pour ça que je le charge. Moi, en même temps, par exemple, dans mon histoire personnelle, oui, je suis désolé, moi, l'institution religieuse, je m'en méfie comme la peste. J'aime pas l'église. Sur la Kabbale te prouve que c'est pas obligé. Et oui. moi, lorsque je vous dis que j'ai l'impression que ma spiritualité, elle m'a été volée par l'église, justement. Et du coup, c'est vrai que d'avoir un truc où je me dis que je peux potentiellement trouver ma spiritualité en dehors de ce cadre-là, ça me fait du bien. Oui, mais il y a une différence entre j'aimerais trouver une spiritualité hors de ce cadre-là et il faut que les gens se respiritualisent, mais quand même en dehors de ces cadres, parce que ces cadres-là sont pas de gauche. Mais c'est pas son but que les gens se respiritualisent, il fait un roman national. C'est de la respiritualisation roman national. Il y a une part de ça dans le roman national, mais genre... Écharpe pro-église catholique et ça se dit marxiste, la bonne blague, voilà ce que ça crée des vieux man, des gens qui disent ça, et je t'en veux pas, toi, personnellement, mais juste, en fait, moi, je trouve que vieux man ça aurait été bien s'il avait réussi à montrer qu'en fait, l'église catholique, c'est plus compliqué que ça, qu'il y a des moments où c'est les alliés objectifs de la Révolution, et qu'on peut se baser là-dessus aussi. Oui, ça, je suis d'accord. Il l'a bien fait sur les Vendéens, il aurait pu le faire aussi sur l'église, je suis assez d'accord. Mais c'est surtout que, moi, je ne comprends pas, moi, c'est vraiment ce que vraiment ma critique principale, c'est le focus qu'il a. Pourquoi il se focus là-dessus? C'est mauvais de se focus. Je veux dire, putain, les gens, ils en ont... Enfin, mais moi, par exemple, je suis désolé, mais quand il a fait ses vidéos sur la Révolution française, les Sorois, on n'en a pas entendu parler une seule fois, tu vois. Genre, c'est pas non plus le grand axe parfait de son truc. Parce que quand tu vois mon daron, qui est le prolo vraiment de base, qui regarde la télé, qui regarde des documentaires, etc., quand je lui ai raconté le truc de Paco, il me dit « Mais c'est encore l'histoire des rois, c'est casse-couille, c'est chiant. Moi, j'aimerais bien avoir quelque chose de plus intéressant, genre, qui parle de nous. Genre, pourquoi il a arrêté à la Révolution française. Genre, il s'est cru pour Michelet. Il va y avoir une suite, en fait, Matt. C'est juste que ça coûte de l'argent. Michelet, en fait. C'est en saison, en fait. C'est-à-dire que c'est déjà la deuxième saison. Et en fait, à la fin de la première saison, il s'était pas arrêté définitivement. Ouais, ok. Allez, vas-y, je te le donne. Mais ça fait très Jules Michelet de dire l'histoire s'arrête à la Révolution française. Non, mais il dit pas l'histoire s'arrête à la Révolution française. Là, c'est toi qui inventes. Ça fait très... Mais j'ai l'impression que c'est ça. C'est juste, c'est la fin de la saison 2. Allô? Il a pas encore parlé de Napoléon et tout, il a commencé à teaser ce truc-là. Sur Napoléon, mais genre, en fait, moi j'ai un peu ce truc où genre, vous en attendez trop de ce mec par rapport à ce qu'il propose. Genre, il a jamais proposé... Mais en fait, le c'est que... Ok, je veux bien, mais il se fait sursucer mollement par tout le monde. Ça, je suis un peu d'accord, mais à la base... Parce que moi, ce qui m'a radicalisé d'être autant anti-vieux man, c'est les pro-vieux man qui sont insupportables.
et qu'on genre 4 arguments éclatés qui répètent en boucle en se pensant plus intelligent que tout le monde. Oui, ça, je veux bien l'entendre. Mais pas comme. Ce qu'il fait, c'est une forme de divertissement qui vous plaît pas, je peux l'entendre. Mais à la base. En plus, si, au niveau de divertissement, ça me plaît en plus. Mais c'est qu'en fait, c'est Nota Bene, en fait. Nota Bene fait vachement mieux ça, je trouve. Alors que Nota Bene ne fait pas de politique. Enfin, il est pas dans le discours politique. Il est moins radical. En fait, vous êtes plus vénère contre les gens qui ont mal digéré Pacom que contre Pacom aussi, tu vois. Et du coup, vous en faites une montagne. Alors, je suis désolé. Ce reproche-là, tu pouvais me le faire au début. Au bout de 2 saisons, il commence à avoir une responsabilité là-dedans. Il voit comment les gens réagissent, et si vraiment il n'est pas d'accord, il y a moyen de recadrer le tir. Par contre, Pacom, par contre, ce que j'aime beaucoup avec Pacom, c'est que je pense que, comme tu dis, Sharp, ça doit être quelqu'un qui doit. Je pense que tu discutes avec lui, il peut se remettre facilement en question. Je pense. C'est pas. Non, je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. C'est un prof de prépa, hein. Je suis pas sûr. Mais t'es genre, moi, plutôt que de chercher absolument à vouloir démonter le travail de Pacom, moi vraiment, ma vision du truc, c'est proposer de le remettre à sa place. Mais je ne veux pas le démonter. Merci, je veux juste. Si vous êtes en train de le démonter, arrête, genre. Mais arrête. Ça fait 1 an et demi que j'essaie d'expliquer aux gens pourquoi j'ai des réserves et qu'à chaque fois je me fais engueuler en mode de tu n'aimes pas son histoire, écris la tienne. Niquez-vous. Non, mais c'est parce qu'à chaque fois. En plus. Non, alors la vérité, c'est parce qu'à chaque fois t'arrives avec 2 seaux d'acide que tu jettes à la gueule des gens et ensuite t'es en mode genre, vous comprenez pas. Ça reste un peu vrai. La forme avant le ton. Hein. Le tone policing. Non, nique ta mère. Il y a des façons de jeter de l'acide sur les gens. J'ai une petite streameuse, moi j'ai la liberté d'être en maniche et d'être tranquille, je suis pas obligé d'être mainstream, voilà. Non mais c'est quoi cette attaque nulle? Cette excuse de libéral, faites votre propre histoire si vous aimez pas la mienne. C'est quoi ça? Je trouve que c'est du divertissement, les gens. Mais oui, mais sauf que en fait, même les trucs fascistes, il y a des trucs fascistes qui sont divertissants, et pourtant c'est un message politique derrière, c'est quand même important. SNK par exemple, cet immense manga de facho, et pourtant Tatakae, c'est quand même un truc qui est, je trouve, animant et qui fait du bien. Mais jamais de ma vie, je vais faire la chasse aux gens qui aiment Pacom, c'est l'inverse qui se passe. T'as vu les commentaires de partout, dès quelqu'un critique, il se fait défoncer, c'est l'inverse qui se passe. Mais critiquer les gens qui ont mal digéré Pacom plutôt que d'essayer à tout prix de montrer à quel point c'est pas accurate son truc, tu vois. Remettez-le à sa juste place. Mais si les gens l'ont mal digéré et que ça lui va et qu'il change pas de tir, c'est qu'il est un peu responsable aussi. Mais peut-être que juste c'est peut-être que c'est un vieux qui sait pas comment lire des commentaires aussi, tu vois, j'en sais rien. Non, arrête. Non. En vrai, à la base, c'est un mec qui écrit des bouquins, tu vois. Tu vas pas me faire croire que il n'est pas au courant de ce que les gens disent de lui sur Internet, alors qu'il passe sa vie dans les locaux de Daniras qui lui montrent tout. Mais non, mais je pense que juste il est en mode genre oh là là, ça me sauce, etc. Il y a la petite d'Internet pas comme pour le coup. Oui, mais peut-être que justement il voit ses réactions comme juste un truc d'Infernet. Et peut-être qu'un jour il fera un Infernet sur lui-même. Non mais je vous jure, le moment où je lance un live, je vous jure, je l'invite pour qu'il vienne et qu'on discute. Hein. Mais je vous jure, hein, c'est. Alors moi, je serais très chaude d'organiser ça, bien sûr. Après bon, j'espère que en vrai, si Pacom m'entend aujourd'hui. Évidemment que moi en plus je te défends un peu dans cette histoire. Tu es évidemment le bienvenu sur ce stream si tu as envie d'en discuter avec les gens sur cette visio autour de ton émission. Il y a aucun problème, vraiment, genre c'est complètement ouvert. Tu peux me contacter sur Instagram, Twitter, ce que tu veux, vraiment, genre. Je sais pas si ça va fonctionner puisque je suis pas très populaire, on va dire, dans l'environnement zawaesque, mais bon, on sait jamais, je lance un appel. Ouais, mais c'est surtout. Enfin, moi, ce qu'on veut surtout dire, c'est qu'on déteste pas. Moi, je déteste pas Pacom, ou Pacom, c'est pas un problème en soi. C'est-à-dire que c'est sympa les vidéos qu'il fait, c'est-à-dire que moi je trouve ça rigolo. Comme moi je me mets un petit Stéphane Bern à côté quand je suis en train de jouer, parce que c'est juste intéressant à écouter, voir comment la personne pense et comment a vu le truc. Mais c'est tellement, c'est tellement d'une façon politique, c'est tellement bizarre, c'est tellement gilet jaunesque en fait. C'est genre pas aller vers le peuple, c'est tellement aller vers les élites et critiquer les élites en tant qu'une masse bizarre, informe. C'est tellement bizarre en fait la façon dont il le fait que tu ne peux pas dire. Genre, pour moi, c'est même pas un roman national de gauche, c'est juste un roman national d'anti-droite. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Je vois carrément ce que tu veux dire. Ah, et Charles, c'est vrai? Ouais, peut-être qu'elle bug, je crois. Ah, peut-être. C'est pour ça. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, pour moi, c'est genre les trucs que vous critiquez, c'est au-delà de son travail, c'est son format en fait. C'est genre ce qu'il propose, tu vois.
Et je capte, mais en même temps, genre, c'est son format, tu vois. L'objectif, c'est pas de complètement reconstruire toute notre culture, etc. C'est de proposer un truc qui fait un peu du bien, quoi. Moi, je le vois vraiment comme ça. Ouais, mais tu vois, par exemple, moi, je trouve que un des seuls bons épisodes qu'il y a eu, c'est sur Jeanne d'Arc. Parce qu'il y a un truc un peu... Il était bien parce que, tu vois, il raconte peut-être l'histoire de Jeanne d'Arc, mais Jeanne d'Arc, c'est une fille du peuple. Déjà, il y a un truc un peu différent. Il y a un peu cette idée que c'est une personne du peuple. C'est pas un hasard etc., aussi. etc. C'est pas un hasard aussi si c'est du contenu sur Blast. C'est des sauces d'em. Genre, c'est-à-dire. Et je dis pas ça en tant qu'insulte. Genre, je dis pas ça en mode, c'est des personnes molles et tout. C'est une vision différente de la politique de la mienne. C'est des gilets jaunistes. C'est des réformistes, etc. Tu vois, c'est chill, tu vois. Mais genre, c'est pour ça que vous attendez pas à un truc marxiste révolutionnaire qui sorte de Blast aussi, tu vois. Mais c'est pas ce qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un truc assez intelligent, quoi. Ouais, bonjour. Oui, c'est bon, c'est revenu. Ah putain, super. Je galérais avec mon micro. Bon retour. En fait, c'est pas une insulte. Mais oui, moi je le dis en tant que pas insulte. Oui. Enfin, pour l'instant, les SOSDEM, vous êtes des alliés pour l'instant. Voilà. Mais c'est un SOSDEM et c'est un mec qui pense réinventer l'eau chaude en permanence et c'est insupportable, ça m'énerve. Et en fait, le truc, c'est que il fait crari, religion, etc. Et en fait, il s'appuie sur aucune orthodoxie, ça m'énerve. Oui, c'est le bad mulch de l'histoire. C'est des SOSDEM, quoi. Mais il n'y a aucune orthodoxie derrière. Genre, oui, bah comme chez les SOSDEM. Il n'y a rien, ça m'énerve. Comme les SOSDEM avec le marxisme, genre oui. C'est le bad mulch de l'histoire, j'ai répété cette genre regarde, tu sais, tu dis ça de Pacom et littéralement c'est un gars qui est à Blast, vraiment le média pro LFI, tu vois. Genre alors que t'as à côté Mélenchon qui est en train d'écrire en 4K dans son bouquin, en fait, il faut arrêter avec la lutte des classes. Maintenant, il faut prendre le truc plutôt dans le sens le peuple contre les élites. Et je suis en mode bon, bah c'est pas non plus très surprenant, tu vois, vu l'ambiance de l'époque. Ouais, mais attends, c'est-à-dire qu'il y a quand même du pouvoir sur ce qu'écrit Pacom. Genre, Pacom n'est pas réellement indépendant de ce qu'il écrit. Je sais pas. Bah, en tout cas, il est forcément. Genre, non, c'est pas qu'il a pas de pouvoir sur ce quoi il écrit, mais s'il est à Blast, c'est bien que c'est une vision du monde cohérente avec ça. Moi, j'aimerais bien savoir un truc. C'est qu'on dit oui, mais c'est pas son but, c'est pas son but. Au bout d'un moment, il faudrait qu'il soit clair sur c'est quoi son but. Parce qu'à chaque fois que je fais une critique, c'est non, mais tu comprends pas, le but, c'est pas ça. Et personne m'a jamais expliqué précisément c'est quoi le but. Un coup on dit non mais c'est juste pour faire du divertissement, un coup non mais c'est pas un truc pour la spiritualisation, un coup non mais c'est un roman national. C'est jamais clair, j'ai l'impression que les gens ils font les anguilles en permanence. Moi ce que je te disais c'est que c'était un divertissement qui faisait un peu du bien à la spiritualité, c'est un peu ça moi ma take sur... C'est pas ce que les gens ont compris hein. Oui mais moi c'est ce que je te dis. Bah si personne n'a jamais rien compris à son truc, peut-être qu'il y a un problème aussi hein. Bah moi j'ai compris. Et les gens de mon chat sont pas d'élus trop, j'ai l'impression non plus, enfin sauf certains. Je sais pas. Son but c'est de proposer une autre histoire. Non, un autre roman. C'est vraiment pas un historien. Mais en fait, moi je dirais même c'est un contre-roman, comme je dis tout à l'heure, c'est de l'anti-droite. Ouais, c'est un contre-roman national. Ça, genre, je peux l'entendre plus que de dire que c'est un roman national de gauche. Moi je suis d'accord lorsque tu dis que un roman national de gauche, ça devrait être un truc sur l'histoire des peuples. Ça oui, mais en fait le problème c'est que c'est pas un roman national du coup, parce que les peuples ne sont pas définis par la nation. Mais quand tu regardes Nota Bene, Manon Bride, etc., des gens qui font de la vulgarisation scientifique de l'histoire, etc., ouais. Ils font le boulot enfin, le boulot est vachement mieux fait. C'est pas de la vie. Attends. Le boulot est, même politiquement, le boulot est vachement plus intéressant parce que eux, ils arrivent, ils disent Zemmour dit n'importe quoi. Directement. Tu vois, plutôt que proposer un compte roman national, ils vont dire il dit n'importe quoi parce que c'est un truc de droite, etc. Alors que ce que devrait faire Pacom, c'est dire pourquoi l'histoire est de gauche. Montrer pourquoi elle est de gauche, tu vois. Pourquoi elle est de notre côté, plutôt que de dire l'histoire n'est pas du côté de la droite. Tu vois le truc? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et il a fait ça avec Jeanne d'Arc. Il a dit, regardez, Jeanne d'Arc est trans. Tu vois. Donc l'histoire est du côté des trans, tu vois. C'est ça qu'il devait faire. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ta critique. En vrai, je la trouve intéressante, tu vois. Je trouve que c'est pas une critique de hater. Genre, ça fait vraiment... ouais, je capte. Moi, je dis que non, j'ai pas dit non, je dis pas que t'es une critique de hateuse. Mais tout à l'heure, vous avez quand même pas mal hate, reconnais. Tu m'as même coupé pour finir ta hate. Oui. J'en ai marre que les gens ils me cassent les couilles avec. Alors, par contre, c'est pas moi qui vais te dire que t'es pas légitime à être en colère. Juste, je te dis, sois pas en colère contre Pacom, sois en colère contre les gens. Je suis en colère contre Pacom sur le fait qu'il jette aux orties toute l'orthodoxie dans son ensemble. Il aurait pu faire... Tu vois, quand je me dis, tu vois, par exemple, le premier épisode, pourquoi il l'a fait sur l'église catholique? Il aurait pu le faire sur les Yamna. Ça aurait été vachement plus intéressant de parler des Yamna, en fait. C'est les libellules dans Pokémon, là?
Non, non. Ah oui, Yamna Mega. Yann Mega, c'est son évolution, ouais. Voilà. Et non, en fait, les Yamna, c'est les Indo-Européens. C'est genre toutes les cultures. C'est pas le pays comme l'Arabie Saoudite et l'Oman? De quoi? Yamna? Non, c'est. Vas-y, mais viens, mais sinon, on a juste on va respecter ce qu'il dit, on refait notre propre roman national. Hein. Bah, moi, c'est ce que je fais. Moi, si j'ai du budget, moi. C'est un truc qui m'énerve aussi, les gens qui me disent. Oui, tu n'aimes pas son histoire, écris la tienne. Je fais quoi depuis 3 ans? Bah oui, avec nos moyens. Pardon, j'ai pas la force de frappe de Blas, pardon, j'ai pas des bouquins, j'ai pas la Sorbonne, j'ai pas la bourgeoisie derrière, oui. Voilà, merci. Merci, Sharp. C'est tellement facile de dire, genre, écrivez la vôtre quand t'as littéralement la prod de Blas qui te filme. Justement, c'est pour ça qu'on est là, aussi sur Twitch, à essayer de se produire nous-mêmes. Bah oui, c'est ça, mais du coup, bah, on n'a pas la même qualité, on n'a pas le même rythme, on n'a pas le même rendu au final. Oui, allô. Les termes romains, Écharpe. Mais j'ai l'impression que tu prends ça limite comme une insulte. Mais oui, bah, on prend notre. Ça fait 2 ans qu'on me casse les couilles avec. On prend notre. Oui, ok, je comprends. Tu sais qu'il y a une époque où c'est pas comme pas noir sur mon chat tellement les gens me faisaient chier avec. Mais c'est pas comme qui te casse les couilles. Au bout de 2 ans, il commence à avoir la responsabilité, si. Avec ce discours-ci, avec le discours de faites votre histoire vous-même, si c'est un peu de sa faute. Ça, oui, d'accord, ok, je l'entends. Ça, je l'entends. C'est une take de libéral full, je suis complètement d'accord. Et de Bourges. Je suis. Oui, voilà. Non, mais ce que tu comprends, nous on fait notre propre histoire, mais tu comprends, on n'a pas un rapport à l'esthétique. Berilius, pardon. Ah, ce truc de rapport à l'esthétique, de rapport à l'esthétique, ça t'a vraiment baisé le crâne. Hein. Mais en fait, ça m'a fait hurler de rire. Hein. On n'a pas de rapport à l'esthétique. C'est tellement drôle, mais surtout quand tu regardes, genre, moi je trouve que justement, j'ai grave un rapport à l'esthétique depuis que je stream, justement. Genre, j'ai un overlay personnalisé. Des sons, c'est insupportable. J'ai un overlay personnalisé, j'ai une vraie ligne musicale. Genre, alors que j'ai fait ça avec des morceaux de ficelle, tu vois, mon décor il est quand même vraiment bien. Et surtout, désolé de le dire, mais je sais cadrer. Moi, ce qui me dégoûte le plus dans le truc avec Pacom, c'est que son émission, ce qu'il raconte, c'est vraiment pas ouf. Par contre, vraiment le délire, tu vois, de dire, tu sais, il s'est fait couper la tête, il y a eu des effets spéciaux, des trucs, tu vois, vraiment intéressants et sympas esthétiquement parce que c'est rigolo. Tu vois, il met des mèmes connus, des trucs, tu vois, qui vont vraiment rapprocher les gens, etc. Dire, voilà, l'histoire est à nous, il faut se réapproprier l'histoire. Mais sauf que ce qu'il fait derrière, il dit, il faut enlever l'histoire au droitard. Tu vois, il y a ce double discours en même temps qui est complètement débile. C'est une dialectique qu'il doit affronter dans sa tête. Il faut vraiment qu'il retravaille le truc, quoi. Je pense que c'est une critique assez constructive en vrai. Ouais, je trouve ça vraiment dommage, quoi. Alors ça se voit que vous avez potassé le sujet et tout, tu vois, ou vous êtes super vénère, ce que j'entends complètement. Genre je remets pas ça en question. Genre je remets juste en question l'efficacité du coup que les gens commencent à prendre à l'entendre et tout. Et là je pense que c'est bien qu'on prenne le temps justement de décortiquer un peu ces critiques là, tu vois. Bah, c'est sûr que nous deux, sur ces sujets-là, on s'est pas levé il y a 3 jours pour inventer un truc. On a un peu réfléchi la chose. Oui, sachant que moi je fais des études d'histoire. C'est-à-dire que Pacom, j'ai un prof de Moyen-Âge, j'ai discuté avec Pacom, on a discuté de ce genre de sujet, de l'histoire du grand emplacement et tout, de pourquoi les barbares, etc. Il a un discours vachement plus politique et vachement plus beau que le discours qu'a Pacom, c'est vraiment dommage. Je vois des gens qui disent un peu des conneries dans le chat, qui disent par exemple le marxisme orthodoxe, c'est les écrits de Marx, c'est uniquement les écrits de Marx. C'est pas vrai. Non, c'est Rosa Luxembourg, par exemple. C'est pas du tout ça, le marxisme orthodoxe. Le marxisme orthodoxe s'arrête à Rosa Luxembourg. Pas du tout. Ouais, alors, je suis pas d'accord avec cette take. Hot take de fou, ça, pour le coup, écharpe. Non. Genre, non. Non, genre, c'est juste les gens qui se réfèrent toujours, justement, au matérialisme dialectique de Marx et qui n'ont pas trahi ce truc-là, quoi. Si on veut être précis sur le matérialisme, enfin, sur le marxisme orthodoxe, en fait, le marxisme orthodoxe, c'est de prendre des doctrines philosophiques idéalistes et de les rendre matérialistes. Genre, la dialectique, premier exemple. Le matérialisme historique, il vient aussi de Hegel. Pareil, tu vois, là, il y a beaucoup de marxistes qui essayent de retravailler les travaux de Butler, parce que Butler est un peu idéaliste. Tu vois, tous ces trucs-là. Et donc, on a besoin c'est ça que les gens ne comprennent pas avec les marxistes orthodoxes. On a besoin de penseurs idéalistes comme Butler. Mais le truc, c'est que derrière, il faut des gens pour les reprendre et les rendre matérialistes, en fait. Moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment cool. Et c'est pour ça que... Si c'est ça l'orthodoxie marxiste, bah moi, genre, je considère que c'est une bonne vision des choses. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de faire ce travail-là, justement, sur les trucs de psychosociaux, moi. Ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment un travail que j'aimerais beaucoup voir et que j'aimerais beaucoup m'intéresser, etc., autour de ces questions-là, parce que ce qu'il propose, c'est pas de jeter sous le bus, justement, c'est de réadapter, rendre le truc matérialiste,
C'est ça. Et c'est pas jeter à la poubelle les anciens auteurs, c'est pas ça. Et c'est que, en fait, quand tu regardes, par exemple, j'en discute. Et alors, attendez, je précise que, genre, en fait, pour un truc qui va peut-être plus parler aux gens, c'est surtout re-rendre le contenu révolutionnaire, en vrai. En plus. C'est vraiment ça aussi qui est fait à travers le marxisme orthodoxe. Et parce qu'il y a toujours ce truc de la pensée idéaliste, elle est un peu bourgeoise, tu vois. Et c'est aussi parce qu'on a beaucoup de penseurs à gauche qui viennent de là, et c'est pas un problème en soi. C'est juste que, du coup, derrière, c'est normal de re-rendre le contenu révolutionnaire. Et voilà, mais ça, j'en discutais par exemple avec Cathédrale Osseuse, et on est totalement d'accord là-dessus. Tu vois, c'est des trucs, c'est vraiment ça le plus important, c'est de rendre matérialiste les choses. C'est de rendre les choses qui nous paraissent. Enfin, le spinozisme, tu vois, le spinozisme est rendu matérialiste. Ça, j'ai pas les datas. C'est très simple en vrai. Trop gros cerveau, ça. Le délire structure de Gramsci, c'est un peu ça. Enfin, bon, je vais pas aller dans les détails, mais il y a tout ce genre de trucs-là. Ok, alors attendez. Du coup, c'est super intéressant. Moi, je pense qu'on fera une autre capsule un jour sur le matérialisme et sur l'orthodoxie, etc. À la base, on parlait de spiritualité. Je pense que ce serait bien qu'on en reparle encore 15-20 minutes. Et puis après, moi, je vais passer à la suite, je pense, du programme aussi. Bon, je te laisserai là. Ouais. Parce que genre, ce serait bien que j'avance aussi. Okay. Mais vous voyez, dès qu'on dit le mot de Pacôme, ça part en couille direct. Bah ouais, mais bon, voilà, maintenant ça c'est réglé, du coup ça n'arrivera plus et on aura une capsule de référence à ça. Et moi je pense que je vais découper ça en 2 capsules où du coup on va revenir là. Alors que frère Paul Adrien, hein ta gueule, vraiment ta gueule, Écharpe. Je plaisante. Écharpe, c'est quoi ton avis sur le polythéisme? Sur le polythéisme? C'est que déjà avec un c'est compliqué, pourquoi on fout plusieurs? Parce qu'on a raison, parce qu'on a raison en fait. Waouh, t'as les mêmes arguments que Lucas 33, genre. C'est ça. Non, mais moi j'ai les mêmes arguments que les monogames. Que les gens qui sont mono, qui sont en mode déjà avec une relation c'est compliqué, tu vas en foutre plusieurs, laisse-moi tranquille. Attends, j'ai des théories moi sur les religions monothéistes. Moi. Wow. J'ai des théories. Bah, on fera un clash plus tard. Pour les gens qui n'ont pas le lore, maths, païenne, bizarre, qui. Bah oui, je suis. Bah parce que les païens c'est bizarre. Mais vas-y. Après, Diane. C'est pas moi qui ai inventé les statistiques. Des païens, hein. De quoi? Les juifs sont aussi des païens. Parce que païens, ça veut dire qu'ils résistent à l'évangélisation de l'Europe. Voilà, réel. Donc nous aussi, on est des païens au sens stricto sensu. Ah, moi aussi avec mon tarot, du coup. Ah bah de ouf. Je sais, Matt, c'est vraiment cette meuf qui écoutait le Club des Losers parce que c'est un peu, genre, quand même un peu alternatif et différent du reste. Du coup, je connais même pas ce que ça veut dire. Je pense que cette rêve, je sais pas ce que c'est, mais elle en dit plus sur toi que sur nous, Diane. Hein. Oh oui, tellement. Alors non, c'est que vous suivez pas assez mon contenu. On a regardé un documentaire sur ça il y a pas longtemps. Désolé, je regarde pas tes streams si je suis pas invité, j'ai pas le temps. Donc du coup, je fais pareil, t'inquiète. Sauf que moi c'est faux. Bah ouais, j'aimerais vraiment avoir le temps de mater plus de streams. Hein. Ah puis vraiment mes streams en ce moment, fou là là. Ouais, toi ça pleut quoi, c'est un déluge. Je fais que ça d'ailleurs. Là j'ai 2 streams en parallèle. Ah ouais, c'est dur. Écharpe, j'ai manqué tous tes streams sur la cabale d'ailleurs, je suis dégoûté. Bah, il y en a eu qu'un, t'as pas manqué beaucoup. Ah, bah, ça va. Mais parce que moi, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, elle en a fait beaucoup. Il y a des gens, ils m'ont dit, elle en a fait beaucoup. Non, mais c'est important pour les archives et tout, faut que tu fasses des rediffs. Ouais, mais d'ici 2 semaines max, je m'y remets, normalement. Ok. Mais t'as besoin d'aide pour mettre en place un truc d'archives, de rediff et tout? Non, c'est pas ça. J'ai besoin d'aide pour trouver un ton et m'entraîner à tenir ce ton-là. Ah, mais attends, ça, je peux peut-être J'ai des projets, mais. Moi, je suis grave forte à ça, non? Enfin, je sais pas, hein. Dites-moi, hein, mais genre il me semble quand même que. On verra, mais j'ai des projets. J'ai fait un prototype chez Jix pour mater des trucs parce que je voulais montrer des docus sur des gens qui taffent, mais vraiment genre qui ont des boulots de cons et qui sont dignes et qui sont pour remettre un peu de réel là-dedans sur nous streamers et viewers qui s'émancipent à nous gratter les couilles en bouffant des chips. Un peu ça. Parce que c'est pas pour me sucer, mais je trouve que j'ai quand même un petit talent pour animer un stream, tu vois, genre. Peut-être je peux te filer des conseils. Ça va aussi. En fait, le souci, c'est que j'ai essayé une fois et en fait, mon ton, je suis réécouté, je tombais dans l'ouvriérisme un peu voyeurisme bizarre. Donc, faut que j'arrive à doser ça. Peut-être que c'est ça qui me freine beaucoup. Peut-être que t'as plus un problème de confiance en toi que de ton. Non, en fait, je sais pas, c'est dans la manière de parler, dans ces trucs-là. Je travaille ça parce que pour l'instant, je fais du sourd Ruffin et ça me plaît pas. Ah ouais? T'es dur avec toi-même. T'es vraiment dur avec toi-même. Écoute. Non, c'est pas grave d'être dur avec soi-même tant qu'on travaille dessus, qu'on a des pistes d'amélioration. Non, c'est pas vrai, ça c'est de la pensée magique. Sinon, tous les perfectionnistes seraient des bonnes personnes. Non. Bah, regarde Michael Jackson. Michael Jackson, pire être humain, bref. Toucher des enfants? Quel rapport? Encore quelqu'un qui essaie de comparer Chapeau et de pédophile, j'en ai marre. Quoi? Mais non! Quoi? Non! C'est pas ce que je voulais dire. Attends, j'ai été tagué dans le chat pas pour me dire fais plus de stream, pour me dire fais plus de stream chez Scheisel. Comment ça?
Comment ça? En vrai, t'es une bonne invitée, il faut le reconnaître. En fait, c'est plus simple de gérer un stream quand c'est pas toi qui gères directement, quand tu fais juste l'animation. Du coup, je peux juste prendre mon micro et hurler dedans comme une débile et c'est marrant. Mais meuf, je te jure, j'ai l'impression que les trucs qui te bloquent, c'est des trucs sur lesquels je peux peut-être te filer des conseils. Bah, on verra. Genre, si je peux t'apporter. Pour une fois que c'est moi qui peux t'apporter quelque chose, est-ce que tu veux bien me laisser faire? Oui, madame. Non, mais ça va, hein. Mais par contre, comment ça, Michael Jackson, il est pédophile? Bah oui. Quoi? Comment ça? Attends, t'es pas au courant? Oh, on va pas se lancer dans ce débat, putain. Mais comment ça? Mais je vous jure que... Attends, quoi? Il est pédophile? Attends, de fou, il touchait des gosses et tout. Un de mes artistes préférés est pédophile. Non, mais c'est pas possible. Alors, je pense plusieurs de tes artistes préférés, mais lui, c'est sorti. C'est vrai que je suis un peu fan d'Elvis aussi, ça marche aussi. Mais... Elvis, je sais pas, mais ça m'étonnerait pas. Oh, bah moi, j'ai été très fan de Diane Vaughn, hein, tu sais, donc chacun ses... Aïe. Ah, bah ouais, y a difficilement... Bah moi, je le suis encore un peu. Bah moi aussi, mais je peux pas le dire. Non, mais quand je voyais Bidit et tout, je me disais pas, waouh, c'est un pédophile, quoi. Waouh. Et alors, cherche les trucs de Michael Jackson, les parcs d'attractions, les enfants, tout ça. Il y a un très bon épisode de South Park sur ça. Source South Park. Ah, mais moi, je croyais que c'était du troll parce que, genre, il avait une voix féminine et tout, et que c'était un peu transphobe ou tout comme ça. Non, attends, Maros, il a créé un parc d'attractions dans son jardin pour attirer les enfants, en fait. Mais non, genre, c'est Casimir, genre. C'est genre Neverland, c'est ultra red flag, hein. C'est ultra red flag. Neverland, j'y avais jamais pensé. Putain, c'est vrai que ça fait pédo. Ça fait très pédo. Je crois qu'il n'y a pas de preuves concrètes, mais il y a quand même pas mal de signes qui tendent à montrer que les gens qui sont en mode oui, le syndrome de Peter Pan, oui, c'est peut-être un peu pour couvrir, genre, peut-être. C'est quoi ce projet de vilain de dessin animé? Non, mais les gens, oui, on en est là, quoi. Il a ouvert un parc d'attractions dans son jardin, quoi. Bref, cherchez à voir. On remarque en pleine désillusion, là, qui est en train de faire une mort de Lego en mode ah non, pas Michael, faites tout. Attends, mais demain, je vais apprendre, Elvis, il était si, nanana, puis là, je vais faire, oh putain, non. Ah, puis là, les Beatles, des gros connards, oh non, putain. Ça va vraiment être ça tout le temps. Mais attends, parce que on est censé parler spiritualité, on parle de Michael Jackson. Alors, les Beatles, John Lennon molesté son fils et frappé sa femme. Allez, mais c'est pas les autres. Non, les autres ils ont fait des trucs. J'ai de mauvaises nouvelles. Non, s'il te plaît, non. Je suis sur différents articles qui parlent de... il y a eu un bouquin qui s'appelle Elvis Presley au Southern Life qui explique que Elvis prédatait des jeunes meufs autour de 14-15 ans. Ok, je me mute, j'arrive, je vais vomir. Et sa femme Priscilla, il l'a rencontrée, elle avait 14 ans. Ah oui. Ah mais oui, Elvis le pointeur. Oui. Elvis c'est un immense pointeur. Oui. Le mec il avait toutes les femmes de la terre à ses pieds. Il voulait une meuf de 14 ans. Il voulait des meufs de jeunes et les parents n'étaient pas d'accord et il a fait des trucs de manipulation de baiser autour de ça. Genre c'est une folie Elvis. Wow. Ouais. D'accord. Il y a des trucs autour. Attends. Il a grommé une meuf de 14 ans. À mon tour. Il l'a baisé et quand elle a accouché, il la tèche parce qu'elle avait accouché, c'était plus une vraie femme. À mon tour. Est-ce qu'il y a quelque chose sur Freddie Mercury? Ah oui. Il est pédé. Ah oui, donc il est pédophile, d'accord. Non, il est pédé. Il y a quoi sur moi je sais pas du coup. Et c'est vraiment une idole. Je pense qu'il est vraiment clean de ouf. Il faut pas la regarder. Si. Je pense, ouais. J'espère il est clean. J'espère il est clean. Ça a l'air déjà clean. Ok, il y a rien autour de Mylène? Mylène Farmer? Ouais. Non mais ça on s'en branle ça. Comment ça on s'en branle? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je m'en fous, je te banne. Non. Au secours. Mon écharpe. T'as de la chance que tes supplications m'apitoient. Alors non, par contre, il existe une série qui s'appelle Détroit, la secte à l'internat. Le pitch, c'est que de douleurs pour ses familles, mensonges, trahison, pédophilie, suicide, viol, Dieu, Mylène Farmer, religion. Mais quoi? Alors ouais, les fans de Mylène, il y a un deep lore à aller creuser un jour. Ah ouais, non, c'est gravissime. Non, c'est grave. C'est quoi, de romans de fans pour Mylène Farmer. Si vous avez l'impression que moi je suis déjà un peu baisé de la tête par Mylène, mais alors les gens baisés de la tête par Mylène, ça peut aller. Mais il y a un lore de gens qui lui écrivent des livres. Oui. Et qui publient des livres à Mylène. Non, oui. Quoi? Ah, mais d'accord.
Non, je vous dis, il y a Laure à aller creuser, vraiment. Genre, un jour, on fera ce chemin. Et est-ce que Justin Bieber, il est clean ou pas? Parce que moi, j'étais amoureuse de lui. Il est certainement pas clean, ce mec, c'est sûr. Alors, c'est possible que aussi, parce que Justin Bieber, il était dans les soirées de P. Diddy, mais il était là en tant que victime. Donc, c'est possible qu'il soit en mode Oh oui, bien vu. Oh non. J'avais oublié. Je crois qu'il avait 16 ans quand il était dans les soirées de P. Diddy. Quand j'étais petite, je lui écrivais des lettres, tu sais, au truc là. Ma maman, elle m'écrivait. Oh, trop mimi. Elle me disait, oui, alors faut que tu écrives à cette adresse. Et après, je disais, Justin Bieber, tu es mon artiste préféré, je t'aime. Effectivement, ça c'est bizarre. Mylène qui a fait chanter Lolita à Alizé, c'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. C'est Mylène qui l'a fait chanter, c'est pas Gainsbourg? Bonne question. Mylène, elle a écrit. Je crois que c'est Gainsbourg qui l'a fait chanter. Il me semblait que c'était Gainsbourg. Oui, je crois que t'as raison. Bah oui. Ce qui serait pas très étonnant de la part de Gainsbourg. Mais vous pensez que la personne la moins clean de tous les artistes français, c'est qui? Non mais qui de quoi? La personne la moins clean de tous les artistes français. Ouais, on a le droit de parler des réalisateurs de cinéma. Ouais, artistes. Depardieu. Ah oui. Depardieu. Ah ouais. 100%. Il y a des concurrents. Depardieu, c'est sûr que genre il a fait des trucs à la Epstein. C'est sûr que Bertrand Cantat. Cantat, c'est moins pire que Depardieu, même si c'est un monstre. Non, je pense que c'est moins pire que Depardieu, ouais. Je pense que Depardieu, il a détruit des centaines de vies. Je pense que les pires, c'est les gens qu'on connaît pas, genre tu sais les producteurs, les mecs comme As. Non, bah après, il y a certains noms qui sont un peu connus. Hein. Des Weinstein, il y en a encore. Oui, Weinstein, je crois que je dis. Il suffirait de creuser un peu, mais on peut retrouver Weinstein, oui, pardon. Weinstein. Ah, c'est bon, j'ai un accent, après je m'en prends, ça va. Weinstein. C'est bon, je dis rose et cuir, donc j'ai le droit de prononcer mal les autres trucs. La culture cuir. Depardieu, c'est une dinguerie. Ouais, en fait, Depardieu, c'est vraiment un système. Genre, vous saviez par exemple que c'est Depardieu qui a corrompu littéralement Benoît Poelvoorde? Quoi? Ah ouais? Comment ça? Je vous jure que c'est vrai. Genre, avec des frites? Poelvoorde, c'était à peu près un mec raisonnable. Enfin, non, c'était un taré, tu vois. C'était un taré, mais pas un mauvais taré. Avant un tournage précis qui a tout changé. Et je vous jure que c'est vrai. C'est genre Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques. Oh non. En plus, c'est un film de merde. Ouais, et en fait, ça a été un des tournages les plus infernaux de l'histoire des tournages en France. Genre, il a vraiment été hyper catastrophique. Et entre autres, il a été saboté de l'intérieur par un Gérard Depardieu complètement bourré qui se bourre la gueule avec Benoît Poelvoorde. Et du coup, c'est la rencontre de ces deux trucs-là, tu vois. Et à partir de là, Poelvoorde, c'est vraiment la dérive. Bah, si vous voulez, on regardera. Il y a une vidéo de je sais plus qui, je crois que c'est de Karim ou de Karim Debache sur le tournage justement de moi c'est comme ça que j'avais découvert l'histoire. J'avais vu une vidéo. Alors du coup ça tient à ça hein, les gens, genre, prenez peut-être la fois un peu avec des pincettes parce que le mec devait sûrement être un peu red flag avant, mais genre moi ou peut-être de Mea, ouais, c'est pas impossible que ce soit une vidéo de Mea, ça me dit plus quelque chose de c'est un youtubeur pas très connu mais vraiment très très stylé, Mea, genre qui fait des longues rétrospectives sur des séries justement comme Astérix et Obélix, et il avait parlé du tournage de Jeux Olympiques, et justement il avait parlé de cette histoire entre genre la cohésion qui s'est faite entre l'amitié qui est née en fait entre Poelvoorde et Depardieu, qui a rendu Poelvoorde vraiment ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Ah merde. Dommage parce que j'aimais bien Dr Manhattan quand le truc qu'il faisait là. Ah ouais. Bah moi j'aime beaucoup Poelvoorde à la base aussi hein, mais faut reconnaître qu'il a vrillé, tu vois, genre le ref a vrillé, genre enfin, je sais pas s'il s'en est remis, mais je crois qu'il a vraiment eu des périodes d'alcoolisme abominables, etc. et tout, je sais pas où il en est, tu vois. Ah mais il a pas fait de dinguerie comme Depardieu, la dinguerie c'est l'alcoolisme qu'il a fait en gros, ça. C'est plus ça, en fait, moi la vision que j'ai, c'est que genre il était pas déjà sur la meilleure trajectoire, tu vois, Poelvoorde, mais il était pas non plus complètement catastrophique, et qu'à partir de sa rencontre avec Depardieu, c'est vraiment parti en couille, et il y a plein de trucs très red flag autour de ce mec qui ont commencé à tourner. Ok. Moi je crois qu'il va falloir que je vous laisse parce que j'ai un problème qui a l'air assez sérieux en face de chez moi, il va falloir que je m'en occupe. Bah force. Ah c'est encore tes voisins qui jouent du blues là? Non, c'est plus grave et je peux pas dire quoi, ça risque de me doxer. Ok, d'accord. Bah, force à toi, fonce. Je suis vraiment désolé, je vous fais des bisous. Occupe-toi des tiens, mais occupe-toi aussi de toi. Force à toi. Je vous le mets dans la modération pour vous expliquer, mais yes, pas de soucis. Ça va aller, juste, il y a peut-être besoin de moi. Gros bisous. Ok. Gros bisous, salut. Alors maintenant que les monothéistes sont partis... c'est vrai que moi, j'ai pas trop osé dire que j'ai quand même eu ma phase animiste, parce qu'elle avait l'air d'un vraiment ce mépris pour les animistes, ouais. Mais tu sais que moi quand j'avais essayé de chercher ma foi et tout, je regardais un peu partout. Et ouais, l'animisme, c'est vraiment un truc que je ne comprends pas. C'est trop stylé. L'animisme, en fait, c'est une... comment dire? Tu peux le voir, moi, comment je l'ai perçu à l'époque où je m'intéressais au truc, tu vois. C'est ce truc de, genre ça décentralise la spiritualité, tu vois. Genre, la spiritualité n'est plus incarnée par des grands êtres divins. Il n'y a pas de dieu dans l'animisme à proprement parler. Il y a des esprits.
qui sont parfois hiérarchisés, parfois pas hiérarchisés, ça dépend à quel animisme tu fais référence. C'est très vaste l'animisme, et surtout là, il y a beaucoup d'animismes qui ont connu des syncrétismes avec les fois plus monothéistes, ou même parfois encore d'autres fois polythéistes, et du coup ça a foutu un bordel pas possible. Genre en Inde, il y a beaucoup ça, tu vois, où le polythéisme se mêle à l'animisme, et pour le coup, ouais, c'est un peu ce truc de l'animisme, il y a des esprits partout, quoi. Et moi, genre, j'ai beaucoup passé du temps, tu vois, dans des marécages, dans des forêts, dans des trucs quand j'étais gosse. Et il y a plein de moments, moi, j'ai ressenti ce truc d'esprit, genre d'avoir le sentiment qu'il y a, quand je suis là, tu vois, une présence. Mais il y a un film qui s'appelle Sinners, qui est sorti il y a pas très longtemps, je crois, il y a à peu près 2-3 mois, qui a été survendu par Ajari. Et c'est genre un film où c'est des chanteurs de blues et tout. Et genre, c'est très animiste. Enfin, tu verras, je pense que le film est sur des sites de streaming. Mais après, voilà, il y a des animismes qui sont beaucoup, beaucoup plus structurés. Alors oui, je vois que c'est effectivement surtout en Afrique. Genre, par exemple, quand on parle du vaudou, le vaudou, c'est un animisme, tu vois. Mais pas que, hein, mais vraiment, vraiment, vraiment pas que. Ouais, tout le Japon shintoïste, c'est de l'animisme. Les yokai, tout ça, ça rentre dedans. Il y a aussi, du coup, tout le shintoïsme qui est passé par la Chine. C'est très vaste et c'est pas du tout des religions qui sont mortes. Parce qu'en fait, ça, c'est un truc dont on pourrait parler rapidement. Il y a une espèce de théorie de Colomb. Vraiment théorie de Colomb, qui consiste à faire une hiérarchie du coup entre les différents types de religions pour parler du coup de la progression spirituelle. C'est-à-dire que concrètement, l'idée qu'il y a derrière ce truc-là, c'est de dire que à la base, on est animiste. Voilà, c'est comme ça. À la base, on est tous animistes. Tous les peuples de la Terre sont animistes. Ensuite, ils deviennent polythéistes. Après, ils deviennent une forme intermédiaire entre le monothéisme et le polythéisme. Je sais plus comment ça s'appelle. Ensuite, ça devient le monothéisme parce que du coup, Dieu est abstrait, etc. et tout. Ce qui est vraiment une vision de Colomb de fou malade. Ah, mais c'est clair. Le truc avec en fait, je vois ce que tu veux dire, c'est dire que tu crois toujours aux autres dieux polythéistes, mais tu crois en qu'un seul dieu. Ouais, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que l'analyse de cette take qui est pas très basée, tu vois, c'est de dire que la période romaine, là, avec tout le culte impérial, qui du coup qui est venu avant la chrétienté, c'est comment dire, ça a été un moment où en gros, tu sais, Zeus, il a commencé à vraiment avoir tous les pouvoirs. Genre, il commençait à vraiment être omniscient, omnipotent, et lentement, il a commencé à se dire que tous les autres dieux, c'était en fait des différentes facettes de Zeus. Et du coup, ce serait cette phase intermédiaire-là. Et ils font le parallèle du coup avec l'hindouisme, ce qui est hyper abusé en vrai, genre. Et ouais, non, vraiment. Enfin, du coup, ils expliquent comme ça, du coup, l'émergence du coup du monothéisme à partir du polythéisme. Où, en fait, il y aurait cette phase intermédiaire, etc. Mais c'est pas méga basé hein, comme truc. Et c'est vraiment une take qui justifie que, bah, du coup, les monothéismes seraient par essence plus modernes. Tu vois ce que je veux dire? Plus aboutis que le reste. Ouais. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que toutes les religions viennent du polythéisme. Hein. Enfin, toutes les religions monothéistes viennent du polythéisme. Ah bah bien sûr. C'est vraiment très important de le souligner. Genre, littéralement, les anges, c'était plus ou moins des genres de sphinx à une époque. En gros, sur les par exemple sur le judaïsme, le proto-judaïsme, c'est le père, la femme, enfin sa femme au père et son fils ou sa fille, je sais plus. Et c'était lié, au début c'était lié au panthéon sumérien, et après ça s'est détaché un tout petit peu pour des raisons matérielles, etc. C'est compliqué en vrai ces trucs-là. En vrai, genre c'est un peu débattu, je crois. Genre, ouais, mais y a pas un canon. Intéressant. Ouais. Après, c'est super intéressant, je suis d'accord. Mais c'est vrai que c'est pas genre. Et pareil, moi, ce que je dis sur l'animisme, les gens, n'hésitez pas à aller rechecker. Y a pas de souci. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, perçu pendant des années, mais je peux peut-être faire fausse route. Hein. Genre, je suis pas du tout à l'abri de ça. Et y compris, moi, c'est ce que je vous dis, je suis surtout une meuf paumée qui vagabonde de croyance en croyance parce que, genre, à tel moment ou tel autre moment, genre, j'ai ressenti les choses de telle ou telle façon et je suis pas fixé. Et ça, c'est le cas depuis plusieurs années. Et ça me satisfait plus, tu vois. Genre là, je suis un peu dans cette phase de ma vie où j'aimerais bien réussir à me poser un peu dans ce que j'ai foi, tu vois. Mais ouais, c'est très trio ce que t'as dit. C'est chacun sa route, chacun son chemin, quoi. Bah non, c'est juste que moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, tu vois. Et c'est pour ça que je comprends aussi les gens qui sont tombés dans le New Age, en vrai. Ouais, alors ça dépend lesquels, parce qu'il y a beaucoup aussi
tu sais, le truc de esthétique de dire oui, New Age, mais il y a des trucs New Age, c'est tellement inoffensif. Hein. Non, mais oui, je suis d'accord. Mais je comprends. Mais je comprends, tu vois, que des gens, ils aient ce truc-là, tu vois, parce que ça fait du bien. Mais genre la taromancie, par exemple, le New Age dans la taromancie, des trucs comme ça. Franchement, j'ai vu des gens faire de la taromancie, si ils disent bah il va t'arriver ça. Pour moi, le tarot, c'est le New Age déjà. Si ça va pas plus loin, il y a pas de problème. Je capte la take, le tarot c'est le New Age déjà. Le tarot existe vraiment beaucoup dans le New Age, mais c'est deux sphères séparées quand même. Genre, il y a justement, moi je pratique pas du tout la taromancie, je pratique pas non plus la divination. Moi je fais de la tarologie. Ouais, je vois. Tu vois, c'est pas pareil. C'est des visions différentes des choses. Genre, on ne donne pas directement une magie propre aux cartes en tant que telle, tu vois. Tout le temps pour Saphira, je vous déteste. Ouais, en fait, je suis une enfant indigo. Je possède le pouvoir des arcs-en-ciel parce que j'ai un ADN à 4 branches, contrairement à vous, bande de puceaux de l'ADN. Voilà. Ah ouais. Ouais, parce que moi, je me suis reproduite avec un alien, en fait. C'est pour ça que j'ai... Ah, mais avec quel type d'alien? Betelgeuse, comme tout le monde, quoi. Ah, Beetlejuice. Je veux dire, putain, non. Je pense que c'est une bonne conclusion pour notre capsule sur la spiritualité qui n'a aucun putain de sens. Je pense que la vidéo va s'appeler On a voulu te parler de spiritualité et à la place on a fait que dire du mal de Pacom. On a dit que Michael Jackson était pédophile. Et au final on a dit du mal de Pacom et Michael Jackson. On a détruit l'enfance de Matt. Faut en passer par là, écoute, hein, on tue le père. Ah bah putain, si c'est lui mon père, au secours. Ah bah vaut mieux pas du coup. Ah, c'est peut-être pour ça que je suis trans alors, si c'est lui mon père. Au secours. Ok. Attends, un mec qui se pince la voix pour faire semblant d'être un peu une meuf et tout, c'est un peu logique, je dirais là. Après c'est vrai qu'il était hyper androgyne, tu vois. Faut dire du mal de Kubrick? Oh oui, bientôt, on fera ça, bien sûr. Non, mais c'est comme Astier, vous n'avez pas le droit d'attaquer Astier ni Kubrick, d'accord? Pas le droit d'attaquer Astier? Bah en vrai, vraiment les gens sont là. En fait, moi, le vrai problème que j'ai contre Astier, pour moi, c'est que les gens ont trop peu d'opinions équilibrées sur ce mec. Tu vois, c'est ça. En fait, c'est ça le problème. C'est que, genre, il y a trop de gens qui sont des énormes suceurs d'Astier et trop de gens qui, du coup, à contrario, sont des immenses haters, alors que c'est juste, genre, un mec de centre droit qui fait des films. Oui. Genre. Oui, c'est 6 sur 10, quoi. C'est ça, genre, moi, je trouve que son film, il est éclaté. Bon, bah voilà. Mais tu sais, le ref a une vision un peu de droite où il est en mode moi je suis l'unique responsable et l'unique auteur de Kaamelott et Kaamelott est génial que grâce à moi. Oui, bon bah voilà, c'est une vision de centre droite d'un mec qui est en mode j'ai une vision quoi. Mais après tu vois, il y a quand même tu vois dans le truc les autres acteurs. Oui, la série était marrante, je suis d'accord. La série était marrante. Quand tu vois les autres acteurs, ils ont été quand même valorisés aussi dans la série. Mais oui, c'est ça. Moi j'ai ce problème. Moi sa taille que je la déteste parce que justement, je trouve que Kaamelott sans ses acteurs, c'est de la merde. Et d'ailleurs ça se voit bien que même quand il écrit des dialogues comme il le sait le faire tu vois dans son film mais sur de nouveaux acteurs ça marche pas parce que les acteurs sont nuls à chier. Mais parce que c'est pas des Lyonnais aussi, c'est ça qu'il faut se dire. Voilà. Ah puis c'est parce que qu'il a embauché sa famille aussi tu vois genre en fait c'est il a fait croquer tout le monde le mec c'est tout enfin et au-delà de ça moi le problème c'est que genre si vous voulez détruire la figure d'Astier mais à quoi bon genre est-ce que ce mec est vraiment si déifié que ça par des gens maintenant encore aujourd'hui tu vois je sais pas mon daron il l'aime beaucoup quand même parce que il y a enfin ouais je capte mais c'est vrai que pour moi oui c'est un bon auteur mais moi par exemple tu vois sur tout l'arc moi il m'a vraiment perdu avec la fin de Kaamelott par exemple tu vois genre je trouvais ça vraiment je trouvais ça vraiment marrant vraiment gaulerie jusqu'à la saison 4 et j'aime bien la toute dernière saison aussi à Rome mais alors la saison dans la neige là où en fait chiante. Ah ouais, ou en fait le mec c'est juste parce que en fait je suis stérile et je ne peux pas être papa et je suis en mode ah bah écoute moi je peux pas être enceinte chacun ses problèmes je suis en mode bon genre ça fait vraiment genre male issues je suis en mode ok. Mais ça d'ailleurs ça serait un truc super intéressant à faire comme vidéo essai de pourquoi les gens n'arrivent pas à se relate à lui. Ça c'est un truc parce que moi je m'identifie tellement pas à Arthur à aucun moment genre oui. Mais j'ai l'impression que c'est fait exprès à des moments c'est ça que tu vois. C'est qu'à un moment, j'ai l'impression que c'est vraiment fait exprès que ça soit une grosse merde, que le personnage principal est une grosse merde, et que tu vois, parce que tout le monde, la critique principale... Ah oui, les dernières scènes sont excellentes. Ça, je dis pas le contraire, tu vois.
C'est plus tout le cheminement qui le mène à cette dernière scène qui est très esthétique en plus, très belle. Genre, ça a beaucoup de sens dans l'ensemble de l'œuvre et tout, tu vois. Genre, moi, je peux vraiment essayer de faire une critique mesurée de Kaamelott en reconnaissant vraiment que ça a des qualités, tu vois. Genre, par contre, tout le cheminement qui le mène justement à cette TS, je suis mais c'est qu'en plus, tu vois, pour moi, c'est que il y a beaucoup cette critique de dire toute la série, c'est je suis plus intelligent que les autres, je suis le roi Arthur, nanana, et tous les autres, c'est un peu des débiles. Et en fait, moi, j'ai toujours vu la série du côté inverse, c'est-à-dire que c'est lui le débile en disant ça. Mais alors ça, pour le coup, c'est un peu ce qu'il essaye de dire. Ça, pour le coup, c'est un peu ce qu'il essaye de dire au final dans sa série. C'est qu'en fait, le roi Arthur, c'est un bouffon comme les autres. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il détruit la figure de César. Et c'est un truc assez intéressant, tu vois. Moi, j'aime bien son César. Genre, je trouve que c'est loin d'être le pire César que j'ai jamais vu, tu vois. Mais là où je critique... C'est un mec cynique comme les autres, quoi. C'est ça. Et là où je critiquerais vraiment, tu vois, plutôt sur certains trucs, genre moi, par exemple, je trouve que ce qui part en couille même avant la saison chiante, c'est déjà la saison 4 où ça commence déjà à être un peu bizarre. Où déjà, il y a des trucs où, concrètement, tu vois, il y a le bail avec Lancelot, c'est hyper lourd. Ouais. C'est hyper lourd. C'est une mauvaise bromance qui finit mal. T'as l'impression, le mec en face, il se sent plus pété, il est insupportable. Oui. Genre, c'est mal fait, tu vois, c'est pas très bien géré, je trouve. Et en plus, le truc, c'est que en plus, genre, dans le roman, c'est un truc qui est grave, qui est difficile, tu vois. Et là, c'est vraiment tourné genre, il est amoureux. Alors qu'en plus, là, il aurait pu faire un vrai truc dramatique qui est beau, tu vois. C'est vrai. Roméo et Juliette, on peut pas s'aimer. Mais il l'a pas fait. C'est là où c'est parce qu'il est pas très bon en dramatique. Ouais. Genre, il a eu quelques flashs à des moments, genre la scène dans la baignoire. Qui en plus était hyper maligne, je trouve. Encore une fois, sur aussi qu'est-ce que veut dire le Graal, le sang du Christ et tout. Enfin, vraiment intelligent, tu vois. Vraiment bien cette scène. Mais pour le reste du temps, quand il a besoin de faire du dramatique, il y a qu'à voir dans son film. Quand t'as Lancelot qui débarque en armure d'écaille. Il fait pas crédible. Qui arrive à peine à bouger, tu vois. Tout le moment où il est tout seul dans le. C'est poncif de fou, tu vois. Genre. C'est vraiment fin. Et justement, je vois quelqu'un qui a de la sauce à bien, mais moi j'aime pas trop. C'est une saison d'un mec qui essaye de faire du contemplatif, mais qui n'y arrive pas, tu vois. Ouais. Et en plus, alors que moi j'aime beaucoup le contemplatif. Je comprends que ça soit une bonne introduction à des trucs contemplatifs, mais c'est pas non plus une dinguerie, quoi. Genre, Et ma soeur, pendant tout le film, elle était là, ouais, les effets spéciaux sont vraiment nuls. Ils sont nuls à chier. Les effets spéciaux, c'est une dinguerie. Comment c'est une honte avec le budget qu'il a. Ouais, c'est clair. Non, vraiment, les effets spéciaux, c'est une immense fraude. Les effets spéciaux du film Kaamelott, vraiment, genre, moi, je suis hyper sensible à ces trucs-là. Et genre, ça, c'est à vomir. Genre, vraiment, enfin, le moment où tu vois Kaamelott en 3D, c'est la première fois qu'on voyait Kaamelott, le château. Ouais. Parce que jusque-là, la série, justement, elle était réalisée avec des effets de réalisation qui fait que tu montres jamais le château. Parce qu'en fait, il n'y a pas de château. C'est que des murs en pierre, genre. Et du coup, dans le film, ils ont eu le budget pour essayer de, genre, montrer Kaamelott. Et c'est un modèle 3D dégueulasse. Genre, mais dégueulasse. Et ensuite, devant le modèle 3D, il y a des espèces d'armées qui se retrouvent et c'est que 10 000 fois le même personnage. Et ça se voit. Et en plus, il est mal animé. Et c'est mal caché que c'est le même perso. Parce qu'en limite, si tu mets 3-4 persos, en vrai, parfois, tu peux réussir à faire un truc. 3-4 persos, 5 subcolors par skin. Ça fait une foule, hein. Vraiment. Genre, c'est bon. Genre, c'est réglé, tu vois. Même pas cet effort-là a été fait, tu vois. Même pas un effort fait sur les textures du château. Genre, en mode, on dirait que les textures, elles ont été posées là, quoi. Enfin, il y a même pas un minimum de travail qui est fait sur les shaders. C'est une catastrophe en termes de réalisation, genre. Alors que quand il laisse tout le travail des animateurs et des gens 3D faire le boulot, et quand il laisse les trucs qu'il sait pas faire aux autres, ça donne Astérix. Et les Astérix qu'il a fait sont excellents. Ils sont trop bien. Ouais, je suis d'accord. Mais je préfère le 1 au 2 quand même. Je trouve le 2 finit un peu en combat bizarre des BZ. Oui. Et parce que c'est rigolo. Ouais, mais du coup, ça ressemble un petit peu aux BD débiles de Obélix plus que les BD intéressantes. Alors que le premier, c'est vraiment intéressant. Le premier, c'est tellement cool comme concept. Le premier film d'Astérix de Astier, c'est trop une bonne idée d'être en mode. Et si les Romains essayaient de comment on dit déjà quand tu coloniser. Non, pas que coloniser. Ils essayent vraiment de. Tu sais, quand tu rends un quartier riche. Paupériser. Pas paupériser. Attends, je cherche vraiment mon mot. Gentrifier, exactement. Genre, il est en mode. Et si on gentrifiait les Gaulois? Et genre, et c'est trop malin comme idée, tu vois. C'est trop malin comme idée. Ouais. C'est trop malin comme idée. Et du coup, j'étais en mode, vas-y, il était super intéressant. Le deuxième, c'est plus un truc sur le lore du druide, on s'en fout un peu, tu vois. C'est plus, il y a des boules de feu, quoi. Ouais, c'est sympa. Mais le truc, c'est que, tu vois, le premier, ça montre qu'il a vraiment compris l'essence d'Astérix.
c'est un truc qui parle du prolétariat, c'est un truc qui parle des sous-cultures qu'il y a en France, etc. Et qu'il arrive à le montrer et tout. Et c'est ultra bien fait, tu vois. Dans ce que j'aime bien aussi, tu vois, dans le premier film que j'ai moins vu dans le deuxième, c'est que je trouvais qu'il s'était vraiment approprié le médium de la réalisation, de l'animation, et tu sentais que le ref, il a été bridé toute sa vie dans ce qu'il pouvait réaliser parce qu'il a réalisé que dans des décors de merde, et que là, il était en mode, attends, mais du coup, j'ai une caméra virtuelle que je peux placer où je veux, je peux faire des effets de réalisation que je veux, et du coup, à plein de moments, tu vois, genre, t'as César qui, genre, est devant son bureau, mais vu que la caméra est posée vraiment à ras du sol, mais à quelques nanomètres du sol, t'as l'impression qu'il est gigantesque, que tous les trucs sur son bureau sont des bâtiments, et c'est hyper impressionnant. Et il y a plein de scènes comme ça, tu vois, dans le premier Astérix, où vraiment j'étais en mode, c'est super malin. Genre, il a vraiment compris l'intérêt de faire de l'animation. C'est-à-dire qu'il a pas juste essayé de faire des scènes qu'il aurait réalisées normalement avec des acteurs, et qu'il en a fait des scènes d'animation, il a vraiment pensé le médium de l'animation. Et j'étais en mode, malin le mec, tu vois. Donc il n'y a pas que du mal à dire d'Astier, tu vois, vraiment. Enfin, même en termes d'artiste, le mec s'est bien débrouillé à plein de moments dans sa carrière. Je le vois trop bien faire un Tintin, moi. C'est ça, je le vois tellement bien écrire un Tintin, tu vois, un truc comme ça. Je trouve ça pourrait être intéressant qu'il fasse ça. C'est dommage qu'il ait pas eu l'idée, je pense. Après, le Tintin en animation était pas trop mal, je crois. De Spielberg ? Ouais. Ouais. Après, c'est un Spielberg, quoi. C'est très américain, en vrai. Oui, c'est vraiment Tintin américain. C'est vraiment... c'est pas Tintin le Belge. Ah non. Non, c'est Tintin Indiana Jones. Mais tu vois, le truc, c'est que moi, j'aimerais bien voir un jour quelqu'un qui fait une animation, un Tintin, où Tintin est raciste. On n'a jamais vu ça. Enfin, raciste second degré, tu vois. Bah non, ou même premier degré, et qui se fait remonter les bretelles, tu vois. Oui, non, mais tu vois, parce que dans toutes les BD, il est raciste, mais c'est bien vu. Là, c'est raciste, mais mal vu, tu vois, par le film. Ouais, en fait, il faudrait aussi déconstruire la figure de Tintin, je suis d'accord. Parce que bon, Tintin en Congo, bon, le nombre de trucs problématiques, même Spirou, hein, même aujourd'hui, Spirou, il y a des trucs problématiques. Tintin, c'est tellement la colonisation, genre... Enfin, Tintin, c'est quasiment de la propagande coloniale, hein. Ouais, en plus, c'est un Belge qui l'a fait, hein, putain. Bon, je pense qu'on va s'arrêter sur Alexandre Astier. Je pense qu'on a vraiment fait le tour de n'importe quoi, là. On est vraiment parti dans tous les putains de sens. C'est trop drôle. J'adore ce genre de truc, moi. Ah, c'était super. Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Mais du coup, on va quand même passer à la suite du programme parce que j'aimerais bien finir vers 1 ou 2 heures du tam. Tu fais un react, là Ouais, là, je vais partir en react. Kiss Matt. Salut, à bientôt. À bientôt. Et au revoir YouTube, du coup, je te laisse faire ton petit rituel de pouce bleu, commentaire, etc. Partager la vidéo, parler de moi, par pitié. Let me get your number. Ever since I can't